Plus une approche en écosystème. Et c'est ce qui m'a donné envie, moi, de le creuser et qui m'a donné envie de faire du partenariat. C'est le côté écosystème de gens avec qui tu travailles pour mieux vendre ton produit à tes clients finaux et pas juste comment je donne une marge à des gens qui font le travail à ma place. Et 1 euro déclenché du coup par Microsoft, c'est 10 euros créés du coup dans l'écosystème. Donc c'est là où tu te rends compte qu'il y a une valeur colossale. Tu as un gros acteur au milieu, enfin d'ailleurs qui n'est même pas au milieu, qui fait graviter tout un écosystème autour. Et en fait, toi en tant que client, le client qui rentre dedans, que ce soit par Microsoft ou par un de ses partenaires, finalement, lui il va percevoir pas mal de valeur parce qu'il est accompagné par beaucoup de gens. Mais en même temps, il va payer pour toute cette valeur. En fait, tu te rends compte que les gens, avant, ils cherchaient avec software de caisse sur Google, et ils avaient les réponses, ils consommaient le contenu, et maintenant, c'est plutôt dis-moi quel est le meilleur. Ils s'attendent à ce qu'ils aient une réponse en conseil, on va dire. En fait, je trouve que c'est très proche du partenariat. Souvent, dans ton pipeline, je vois beaucoup de sales qui ont des opportunités un peu pourries ou mal travaillées, où finalement, tu ferais mieux de dire allez, lost, et comme ça, tu te concentres uniquement sur, je dirais, les meilleurs et celles où tu as le plus de chances de gagner. Et moi, ce que j'ai vu en tout cas avec les partenariats, que ce soit en termes de génération d'opportunités et de revenus, c'est justement plutôt cette qualité que tu as à t'introduire des choses qui ont une chance de closer rapidement, où il y a un vrai sujet. La première année, quand j'ai repris le sujet, on était à un win rate de 55% et on était à un deal qui était 20% meilleur que les deals moyens. Donc en fait, ça faisait que le CRO il venait voir en disant Thomas, comment je mets plus de sous dedans pour aller plus loin. Il faut arriver à prioriser en P1, P2, P3 en disant en fait quels sont du coup tes P1, c'est ceux avec qui tu sais que tu peux aller choper des quick wins assez rapides, des résultats pour prouver justement au leadership et aux équipes pour obtenir du coup ton buy-in, donc désolé pour l'anglicisme, mais de prouver qu'en fait les partenaires du coup fonctionnent. Oui, tu sais qui tu vas cibler en termes de partenariat, tu as identifié. Par contre, après, tu as une approche, en tout cas, moi j'ai une approche qui est plus massifiée où je vais justement aller contacter beaucoup de partenaires pour 2 raisons. Comme tu as dit, déjà, c'est pas en compter sur 2-3. Je pense que moi, in fine, j'ai pas envie d'engager avec beaucoup, en tout cas d'en signer avec beaucoup. Oui, c'est ça, mais de parler avec beaucoup. Exactement. Pour apprendre et. Nouvel épisode aujourd'hui dans un nouveau format où j'ai le plaisir de recevoir 2 pairs très spécialistes des partenariats. Donc à ma droite, je vais te laisser présenter par la suite, mais Hippolyte Tiberge qui a fondé une des plus grandes communautés européennes, voire peut-être la plus grande, je ne sais même pas, mais en tout cas autour des partenariats, tu as fondé quelque chose de très chouette avec PartnerShift. Donc grande expérience autour des partenariats, tu as fait des centaines, voire des milliers de calls aussi avec des pairs. Et puis en face de moi, Thomas Lequin. Pareil, grande expertise sur les partenariats, justement ancien directeur des partenariats chez Spendesk et qui aujourd'hui réalise de nombreuses missions dans de nombreuses sociétés. Merci pour l'invitation, Maxime. Merci Maxime pour l'invitation, ouais. Trop cool d'être là. Avec plaisir, ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on devait se tourner cet épisode. C'est un plaisir de le faire, ouais. À 3, c'est sympa, ouais. Très content de vous recevoir. Je propose qu'on puisse attaquer et on va parler aujourd'hui justement des partenariats. Mais dans des insights très précis. On va pouvoir parler d'écosystème led growth, des revenus qui sont générés par les partenariats, l'économie de la confiance aussi, qui aujourd'hui est quelque chose qui se développe de plus en plus et on le voit dans le monde à nous. On va vous parler aussi des modèles type partner led growth et vous allez passer entre 1 heure et 2 heures avec nous aujourd'hui. Voilà. Trop cool. J'espère que tu mettras au montage là directement les thèmes qui font cling, cling, cling. Tu veux un peu en mode l'équipe, tout ça, ouais, on s'était dit. À vous la prod de réaliser ça. Go. Hippolyte, Thomas, on est parti. Je vais vous demander de vous présenter tous les deux à tour de rôle. Let's go. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, ça me fait plaisir. Vas-y. Plaisir. Donc moi, c'est Thomas Lequin. Ça fait, je pense, à peu près 10 ans que je suis dans les partenariats. Je fais plutôt 5 ans dans des grands groupes et 5 ans en start-up. Et ce qui fait que je suis là aujourd'hui avec Max et puis Hippo, c'est qu'en fait, je me suis lancé en free sur le sujet maintenant depuis 1 an, 13 mois. Parce qu'en fait, ce qu'on avait vu, c'est qu'en Europe et en France, il y a peu d'accompagnement sur ce sujet spécifique du partenariat. Et en fait, ça permet de mettre en application ce que j'ai appris depuis 10 ans à travailler avec des grands groupes ou des startups, comme dans des boîtes comme Spendesk où j'ai fait presque 4 ans. Et là, aujourd'hui, donc, je suis freelance sur des boîtes qui sont entre le seed et la série B et C, soit sur de l'audit, soit sur la mise en place de partenariats en mode fractional. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse de faire ce point-là avec vous sur ces différents sujets. Et peut-être pour la petite anecdote, comme ça je finis par une petite anecdote, j'ai failli embaucher Hippo il y a 3 ans, on en parlait pendant le déj et c'est comme ça qu'on s'est connus et on ne se quitte plus depuis 3 ans. Ouais, c'est vrai. C'était, ouais. Même 4 ans ou 3 ans, ouais. C'était en 2021, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en septembre, octobre. Ouais, 2022, je crois. Ouais, non, 2022, non, t'as raison.
Donc, sa petite anecdote. Ouais, belle anecdote. À moi, du coup, je me dis. Et sans transition. Sans transition, Hippolyte Thibierge, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2021 que je suis dans les partenariats. J'ai travaillé chez Sunday en tant que partnership manager. Première expérience. Avant, j'avais fait plein d'autres choses, entrepreneuriat, VC, chief of staff, et j'ai découvert du coup les partenariats comme ça. En fait, je me suis rendu compte à l'époque qu'on était tous des des ex-sales, ex-marketing, qui n'avaient pas de formation, que c'était un métier qui nécessitait de développer un réseau. Et moi, j'ai une problématique, c'est que j'étais recruté sur un métier où je connaissais rien du tout. Donc, j'ai appelé des partnership managers, head of, pour comprendre quelles sont les stratégies, méthodologies, pour moi mettre ça en place chez Sunday. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à cofonder Partnershift avec Alexandre et Martin, donc qui est, comme ce que tu disais, donc le plus gros réseau français, en l'occurrence francophone et peut-être européen d'experts et expertes en partenariat. Donc ça fait, on a lancé ça en octobre 2022. Donc c'est le moment où tu passais les entretiens. Exactement, c'est le moment où je passais les entretiens chez Spendesk. J'avais dû peut-être en parler, mais ça. C'était tout début, parce qu'après le premier event, il était aussi avec nous, avec Spendesk, de partnership, je crois. Ouais, exactement. Premier event, on a fait des. Ouais, le vrai event un peu sponsorisé. Ouais, exactement. Premier événement, effectivement, on s'est revus du coup là-bas, mais effectivement, première masterclass, c'était sur, je me souviens plus, c'était comment engager du coup ces partenaires at scale. On l'avait appelé d'ailleurs Partner Connect en clin d'œil à CFO Connect. Et ouais, donc c'était cool. Merci encore de nous avoir reçus pour ce première masterclass. Et ouais, donc du coup, c'est comme ça qu'on a monté Partnershift. Au début, il y avait 50 personnes, puis progressivement, là, maintenant, on est à plus de 1300 membres sur le Slack. On a créé aussi différents médias, donc podcasts, newsletters, webinars, pour essayer d'interroger tous les experts sur leurs meilleures stratégies, méthodologies, etc., pour essayer de rassembler du coup tout ce contenu et faire en sorte que ce métier soit beaucoup plus clair pour ceux qui le pratiquent et aussi pour ceux qui doivent recruter, développer des stratégies, enfin les CEO notamment. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, entre-temps, j'ai été partnership manager chez Hiro, donc une fintech. Et dernièrement, donc il y a un an, je me suis lancé. Et comme vous, du coup, j'ai une offre de conseil. J'accompagne des CEO à créer, déployer leur stratégie partenariat. En continuité, du coup, je lance une nouvelle offre pour accompagner les partnership managers et head of partnership sur une communauté premium, de la formation et du contenu. Voilà. Trop cool. Ouais. Super intéressant. Ouais. Ravi en tout cas de vous avoir tous les deux avec moi aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on va vraiment creuser le thème des partenariats qui aujourd'hui est un thème, en tout cas une stratégie dans son go-to-market qui est selon nous forcément ultra importante et qui reste à notre sens sous-estimée ou sous-évaluée, notamment en France, et qu'on voit de plus en plus, enfin de manière plus puissante aux US. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner les meilleurs insights et de vous montrer en tout cas la puissance des partenariats et à quel point ça peut faire rayonner une boîte et en tout cas la faire exploser. Je pense qu'on l'a tous vécu ou vu. On a des super exemples aussi à travers le monde. Même des boîtes énormes type Microsoft qui aujourd'hui ont construit des réseaux de partenaires énormes autour de la vente indirecte et donc se vendent majoritairement comme ça. Et donc il y a une grosse évolution qui se fait aussi autour des partenariats. Donc c'est ce que je viens un peu de dire, c'est qu'on était clairement autour de ce qu'on appelait du channel management, donc vraiment de créer aussi un réseau de revendeurs, d'être sur de la vente indirecte. Et aujourd'hui, on est aussi sur un gros travail, je dirais, de l'écosystème. On va aller travailler justement tout ce qui va entourer notre société autour de notre ICP pour justement développer sa notoriété, développer de la visibilité, développer du business, développer son produit aussi. Donc, ça va vraiment permettre de faire rayonner la société à 360 autour de son écosystème. Et donc, on va commencer, je dirais, par ce premier thème. Let's go. Du channel management à l'écosystème. Mais c'est super intéressant parce que justement, moi, quand j'ai pris le sujet avec Spendesk, maintenant, il y a un peu plus de 3 ans, en fait, j'ai cherché à rencontrer des gens en France sur le sujet écosystème et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sur le modèle du channel qui existait en France depuis longtemps avec du Sage, du Cegid, etc., qui étaient des modèles établis où c'était plutôt un modèle de distribution où c'était pas ta boîte qui faisait la vente, mais c'était un tiers qui le faisait à ta place. Et en fait, on va dire que je me suis intéressé aux US et j'ai vu qu'il y avait une dynamique qui était plus sur quelles sont toutes les personnes avec qui ton bailleur interagit. Mais c'est plus une approche en écosystème. Et c'est ce qui m'a donné envie de le creuser et qui m'a donné envie de faire du partenariat. C'est le côté
écosystème de gens avec qui tu travailles pour mieux vendre ton produit à tes clients finaux et pas juste comment je donne une marge à des gens qui font le travail à ma place. Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment une dynamique qui a de plus en plus. Tu le vois au niveau des events, tu le vois au niveau des livres qui sortent, etc. Il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que quand j'ai cherché à lire des livres à l'époque, il y en avait genre 4 ou 5, je pense qu'on connaît tous. Et en début d'année 2024, il y en a eu 5 qui sont sortis en genre 3 mois. Donc ça montre bien qu'on cherche à le restructurer, à le redéfinir. Et je trouve que c'est la preuve qu'il y a une vague qui arrive. Et nous, on essaie de la prendre et puis de la faire prendre à des boîtes. Mais c'est vraiment le truc que je vois en ce moment. Ouais, 100%. Et même pour illustrer ça, moi je le vois plus avec le passage sur un modèle du coup tech, SaaS, etc. C'est que initialement, quand on parle de distribution avec distributeurs, des revendeurs, etc., c'est un peu, je prends des modèles un peu à l'ancienne, mais comme du hardware qui doit être distribué, il va passer du coup par des tiers, du coup pour vendre typiquement un HP, pour vendre directement par je sais pas, Fnac, Darty, etc., pour atteindre les consommateurs. Là maintenant, on se rend compte que effectivement dans l'écosystème, avec les intégrations, on peut commencer à bosser ensemble et se dire bon bah comment on est connecté via intégration directe ou API, etc. Ça veut dire qu'on a effectivement des clients communs. Comment est-ce qu'on peut travailler pour faire des offres bundle ou faire du co-sell ou tiens en fait échangeons du coup juste nos informations, faisons de l'influence, on va faire du referral, du co-marketing, etc., etc. Et en fait, c'est un maillage qui est en train de se faire et ça se voit lorsqu'on a lancé du coup Partnerships. En fait, on avait 2 typologies de personnes. Ces personnes qui étaient des channel alliance managers et des personnes qui étaient partnership managers. Et même du coup, sur la typologie, en fait, c'était 2 mondes qui se rencontraient et qui n'arrivaient pas à définir du coup tout ça. Certains étaient, non, mais en fait, nous, on fait de la revente. Pour d'autres, c'est quoi les partenariats? Comment est-ce que tu définis les partenariats? Comment tu définis tout ça? Et bref, je suis 100% d'accord avec toi. Là, on est sur quelque chose, sur l'ère des écosystèmes qui est en train d'exploser et ça va être mais je pense super que c'est intéressant. un bon terme. Et moi, je lisais un truc hier justement qui disait il y avait différents types de partenariats. Et en fait, tu as les gros qui créent un écosystème. Et de plus en plus, tu as ça avec du Salesforce, du Microsoft, etc. où tu dois être dans leur système pour vendre à leurs clients. Après, tu as ceux qui arrivent à faire sur du mid-market, qui créent leur propre écosystème. Genre, il y a Gong qui fait ça, on va dire, aux US. Et après, tu as tous les acteurs qui sont plutôt plus petits, qui vont se rallier à un autre écosystème. Donc, eux, ils vont pas être à l'animer, mais ils vont plutôt le leverager. Et quand tu réfléchis à un SaaS qui se lance, en fait, s'il veut avoir accès à certains types de clients, pourquoi ne pas utiliser les réseaux qui sont déjà en place et les écosystèmes qui sont déjà en place pour les leverager et avoir une approche multi-touch avec ses prospects ou clients? Donc, je trouve qu'en fait, les écosystèmes, ça a aussi ouvert une autre façon de vendre qui est plus pour le client final parce que tu t'intéresses à comment lui fonctionne et pas juste, moi j'ai ma target de sales et je vais le vendre à ce mec-là et puis je m'en fous. Donc je trouve que ça ouvre une autre approche aussi du client qui est plus vertueuse, qui avait peut-être un peu moins avant. Ouais, c'est mon 100%. point de vue. Si on rentre dans du concret, parce que je pense qu'on l'a tous vécu, et ce que tu viens de dire là, Thomas, moi je le vis actuellement, etc. Là, moi, je peux en parler avec outils, donc SaaS autour tout ce qui est digitalisation de l'activité d'architecte. Très clairement, il y a un écosystème qui est ultra riche et qui est en fait très vaste. Ce qui est important, en tout cas, moi, ce que j'aime faire, c'est avoir un maximum de retours déjà terrain des clients, mais aussi des équipes qui sont en contact avec le client pour déjà connaître leurs besoins, puisqu'in fine, c'est ce qu'on dit, un partenariat, ça doit servir aussi les besoins de nos clients et en tout cas amener de la valeur à ceux-ci. Et en fait, quand tu creuses, c'est ultra vaste, parce que si je prends le monde de l'architecture, tu vas avoir des logiciels de dessin, de plans, où justement tu peux venir réfléchir à créer des choses ensemble, donc vraiment peut-être plutôt sur du soft, et à côté tu as plein de fonctions support, type dev part-time, ou alors des solutions comptables, des intégrations comptables. Moi, le RP aussi fait de la facturation, donc tu peux imaginer plein de solutions autour pour apporter de la valeur ajoutée aux clients, comme du financement, etc. En fait, tu peux te retrouver avec un écosystème qui est très riche, très varié. J'introduis la question de manière un peu longue, mais comment vous avez bossé ça? Peut-être toi chez Hero et toi chez Spendesk, Thomas. Tu veux dire sur l'approche de comment tu mappes ton écosystème, comment tu comprends ton écosystème? En fait, l'approche que je fais maintenant, elle est double. Le premier, c'est que je parle surtout à mes interlocuteurs internes qui parlent aux clients et qui voient le marché. Et 2, je parle aux clients. Donc en fait, je pars vraiment mon but, c'est quand tu vends du software, c'est servir des clients sur un besoin, on va dire sur un pain. Donc en fait, moi, je pars de ces clients-là et je cherche à comprendre comment est-ce qu'eux, ils résonnent, avec qui ils interagissent pour aller parler à ces gens-là et créer une relation de confiance avec ces gens-là. Donc moi, c'est vraiment ça mon point de départ. Et le deuxième que je mets maintenant en plus,
C'est je cherche à comprendre la maturité de ces clients-là pour trouver les partenaires qui sont liés à leur niveau de maturité. Je prends un exemple. Je ne vais pas amener un partenaire qui va les aider à mettre des méthodologies super avancées à un client qui ne sait pas encore générer une carte virtuelle avec Spendesk. Donc en fait, je fais vraiment gaffe à trouver les partenaires à qui ils parlent, mais surtout celui qui est là au bon moment du cycle de maturité et de vie du client. Et je trouve que c'est ça qui fait que tu es vraiment dans un écosystème où ça évolue avec le temps et qui fait que c'est super enrichissant pour la boîte et pour les clients. Mm. Je sais pas comment toi, tu avais fait genre chez Sunday. Moi, chez Sunday, à l'époque, c'était différent parce que nous, les partenaires qu'on avait, c'était notamment des entreprises qui avaient investi du coup chez Sunday. Donc, c'était nos premiers gros partenaires, c'était nos actionnaires. C'était le groupe. Enfin, c'est comme ça que du coup j'ai découvert les partenariats. Donc, on était beaucoup plus sur la typologie de referral, puisque c'était des distributeurs d'alcool. Pour mettre un peu plus de contexte, mais Sunday, du coup, qui est une solution du coup de paiement pour les restaurateurs. Donc QR code sur la table, tu scannes, tu as accès au menu, ton addition et à la fin tu peux payer. Donc en fait on avait un sujet de comment est-ce qu'on va toucher le plus de restaurants possible, et donc on allait voir le groupe Bertrand, on allait voir du coup le groupe Bertrand, on allait voir Soridis qui est le plus gros distributeur d'alcool et de café du coup sur nord, est et sud-est de la France. Cozy Goo, etc., Café Richard. Et donc l'idée c'était de former, là on retrouve du coup toute cette logique du coup de partenariat, mais c'est créer un deal où est leur intérêt pour créer une partner value proposition, former du coup leurs équipes et après animer les équipes pour qu'ils aillent parler de Sunday dans tous les restaurants. Mais ça c'est un peu une dynamique un peu différente, et j'ai appris plutôt, je te rejoins sur le sujet, de comprendre en fait son écosystème. Ça je l'ai appris beaucoup plus tard, quand tu commences à discuter en fait, bon, je dirais pour reprendre du coup ta question, mais je pense que le sujet pour comprendre les partenariats, c'est effectivement comprendre la maturité déjà de sa boîte, puisque tous les partenaires ne sont pas. Enfin, tu peux pas fonctionner avec tous les. Enfin, je veux dire, par exemple, tu te dis tiens, en fait, je suis un SaaS et je veux essayer d'aller vendre aux grands groupes, donc je vais essayer de passer par des global system intégrateurs comme Accenture. En fait, juste jamais. Eux, ils doivent vendre du coup du service derrière. Il faut que tu aies une solution qui soit complexe, sur laquelle ils vont gagner de l'argent en termes de conseils, implémentation, etc. Donc juste, il ne faut pas du tout penser que, tiens, en fait, si je vais les voir, c'est la négociation longue, mais à la fin, ça va me faire beaucoup de chiffre d'affaires. Pas du tout. Je pense qu'il faut plutôt commencer par déjà comprendre où est la maturité de ta boîte, quelle est du coup la proposition de valeur de ta solution du coup pour tes clients, qui est l'écosystème du coup, comme ce que tu disais, donc de tes clients, quels sont du coup les pain points du coup les pain points qu'ils ont, et potentiellement eux ils vont te parler effectivement de solutions, de produits, de services, et que tu pourras aller voir. Et moi je parle aussi en interne, donc de comprendre auprès de certaines parties, donc Head of Sales, le CEO, Head of Marketing, de comprendre comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'un partenaire peut potentiellement intervenir pour aller les aider à atteindre du coup leurs objectifs, que ce soit sur l'équipe, perso, etc. Et c'est comme ça que du coup tu arrives à, selon moi, comprendre. Tu as ta liste de typologie de partenaires, comprendre quelle typologie de partenaire peut aider chaque personne du coup en interne, peut aider du coup le client, et en même temps quelle valeur moi je peux leur apporter, quoi. Tu vois, j'ai un exemple qui peut être assez intéressant pour différencier du channel. Tu prends par exemple Notion, je pense que la plupart des gens connaissent. En fait, le fait d'avoir des gens qui vont créer des templates, qui vont mettre en ligne, ça va être des partenaires en fait, qui vont t'aider à faire des upsells ou faire de l'awareness. Et en fait, ils vont pas t'aider à vendre la solution, ils vont juste t'aider à la démocratiser, à la mettre en avant. Et ça, c'est des types de partenaires qui peuvent être vus comme des influenceurs ou de la communauté. Et quand on réfléchit avec ce qui se passe avec les réseaux sociaux, la communauté, c'est un truc qui grossit de plus en plus. 100%. Et quand tu prends un exemple, je vais prendre un outil pour la gestion des partenaires, je vais peut-être aller demander dans Partnershift ce qu'ils font en général les gens. Et c'est ça aussi ce que moi je vois en écosystème, être présent dans les communautés, avec les gens qui peuvent faire des référents, etc. Et pas juste, je vais appeler mon distributeur de solutions IT et lui demander ce que je peux mettre en place. Je vais plus aller voir peut-être des pairs. Donc c'est ça où on voit vraiment un move vers quelque chose de plus large. Donc le channel est toujours ultra présent, et je pense que c'est la majorité du revenu du partenariat. Mais c'est un des composants ou une des composantes, et c'est pas l'ensemble du sujet partenariat. Et dans ce que tu dis là, en tout cas, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que globalement, tu fais appel à ton réseau, en tout cas, il y a des gens qui t'entourent pour justement grandir ou autre. Et on voulait parler de ça aussi, c'est tout ce qui est l'économie de la confiance. Aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup plus confiance en quelqu'un qui justement t'a montré des choses, t'a créé du contenu, que tu vas suivre fréquemment,
Et donc va t'amener énormément de valeur aussi au quotidien pour justement développer ta boîte. L'exemple de Notion, je pense, il est très bon. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui créent du contenu, qui ont créé justement des chaînes ou des spécialités sur des activités ou des sujets très spécifiques et finalement te permettent de mieux rayonner. Je pense qu'il y a pas mal de data aussi qui le montrent. Globalement, quelqu'un qui va dire, on peut prendre un exemple aussi au quotidien, quelqu'un qui te dit va dans tel resto, tu vas super bien bouffer, c'est génial. Première chose que tu fais, c'est que tu réserves et tu y vas, quoi. Et finalement, tu retrouves un peu cette même logique dans nos métiers, dans le partenariat. Quelqu'un qui va te recommander et qui va dire à un client, en tout cas au client commun, choisis leur solution ou en tout cas va les écouter, ils ont vraiment quelque chose d'intéressant et ils pourraient t'aider. Ça a une valeur aujourd'hui qui je trouve est inestimable par rapport à... Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Peut-être pour mettre un peu en contexte, moi, je pense qu'on est tombé sur le même truc. Je sais pas si ça te parle, les différentes aires de Partnernomics. Ouais. Et je pense que ça illustre bien les choses. Il te parle, en fait, c'est un graphe et il te dit, en fait, il y a grosso modo, il y a 4 ères. Donc, la première, c'est de 1950 aux années 2000. Et ils disent, en fait, ça, c'est l'ère de la marque. Donc, tu peux prendre l'exemple de Coca-Cola qui s'est mis en partenariat, du coup, plus en mode sponsoring pour afficher la marque de partout. Il fallait que le rouge avec le blanc Coca-Cola soit présent partout, etc. Ensuite, à partir des années 2000, on est rentré plutôt sur l'ère de l'outbound avec notamment les CRM qui vont être ultra pushy pour maintenant que t'es battle card, que t'aies toutes les informations, que tu puisses aller taper que t'aies tes comptes, que t'aies ton plan de compte que tu pouvais exactement pas avoir avant. Et là du coup tu vas faire du call, du call mail et c'est comme ça que du coup que tu vas pouvoir aller chercher du coup ton client, aller faire naître un pain point et un besoin. Ensuite t'as de 2010, bon, c'est un gros résumé, mais de 2010 à 2020 c'est l'ère plutôt de l'inbound, de dire maintenant on va créer beaucoup de contenu, on va créer du coup des lead magnets, etc. pour faire en sorte de je te donne beaucoup de contenu, ça t'intéresse, viens, tu vois ma marque. HubSpot, ils sont très forts notamment sur le sujet. Mais sauf qu'en fait, là-dedans, on se rend compte que tous ces trucs-là, c'est créer beaucoup de contenu, beaucoup d'efforts, etc. Et tu peux voir que, in fine, le client final, il se fait soit harceler par des personnes du coup qui vont les call ou les call mail, ou alors ils vont voir du contenu absolument partout. Donc effectivement, tu consommes, mais tu te dis, ok, bon, je vois plusieurs fois la marque, mais en fait, c'est un peu, tu te retrouves un peu avec beaucoup trop de contenu. Et là-dedans, c'est là où tu as l'ère des écosystèmes. Et c'est pour reprendre ce que tu disais sur la confiance, c'est que maintenant, en gros, tu te dis, tiens, en fait, moi, mon logiciel, je sais pas, tu vas prendre, tu vas te dire, tiens, je prends un exemple. Tu vas te dire, tiens, en fait, moi, j'ai mon CRM, c'est Salesforce. Bon, ton logiciel, c'est Salesforce, et tu te dis, tiens, en fait, quel serait potentiellement le logiciel que je vais pouvoir prendre pour suivre mes calls. En fait, tu vas aller voir sur Salesforce et Salesforce va te dire, nous, on est en partenariat avec Aircall. Ou alors, tu vas voir Aircall et tu vas voir que finalement, que Aircall affiche Salesforce. Donc, en fait, tu vas avoir une certaine confiance là-dessus de te dire, un logiciel que tu vas choisir, tu as confiance en lui parce qu'il est déjà dans ta stack d'outils. Ou alors, tu vas être recommandé directement, tu as plutôt le prisme du coup de l'influence. Ton fournisseur c'est telle entreprise et qui va te recommander en disant tiens, t'as ce pain, mais tu devrais aller voir du coup mon partenaire qui est un tel et là du coup tu vas avoir beaucoup plus de trust. Et je finirai par en fait c'est un peu comme ce qu'on a avec nos potes quoi. Quand tu veux partir en voyage, quand tu veux trouver un restaurant, si un pote te dit tiens dans tel restaurant, peu importe, tu vas regarder les notes, le restaurant, le menu, etc. En fait, tu as beaucoup plus de chances d'aller consommer dans ce restaurant. Mais c'est marrant parce qu'en fait, tu peux faire le parallèle avec qu'en fait, les écosystèmes, c'est depuis 2020 dans le monde du SaaS, mais dans le monde normal des artisans, ça existe depuis la nuit des temps. Tu prends un exemple, je vais prendre par exemple mon mariage, je trouve que ça marche bien comme exemple. En fait, nous on a trouvé un lieu. Et après, on a demandé au lieu avec qui il travaillait souvent. Et en fait, on a eu le traiteur qui travaillait souvent avec, le photographe pareil. Et le jour J, ils se connaissaient, ils étaient connectés entre eux. Et ça a fait que ça a été une super expérience. Pareil, tu construis une maison, tu vas prendre un mec qui connaît un autre artisan, parce qu'ils sont habitués à travailler ensemble. Donc en fait, ce que nous, on appelle les intégrations entre deux softwares, en fait, c'est juste que le plaquiste, il connaît le mec qui fait la peinture, il va faire gaffe à mettre ça de la bonne façon pour que le mec qui peint ou qui fait l'étape suivante, il la fasse bien. Et ça existe depuis des milliers d'années. Et je trouve qu'on commence à l'avoir dans le software parce qu'on commence à être équipé dans ces interfaces de connexion avec les API qu'il n'y avait pas trop avant. Donc en fait, moi, c'est juste qu'on applique ce qui marche depuis la nuit des temps à notre monde, à nous, du software. Et je trouve que c'est super intéressant parce que tu as des preuves, en fait. C'est des preuves que ça existe depuis toujours. Ah ouais, mais je pense que depuis le commerce est né, je sais pas,
je sais pas combien d'années, peut-être. On parle peut-être de sumériens ou bref, peu importe, mais à partir du moment où le commerce est né, je pense que les partenariats sont nés. Mais là, du coup, on se retrouve peut-être avec l'idée de, tiens, avant, c'était les partenariats, c'était de la revente, etc. Et c'était, tiens, on se tape dans la main. Et c'était plus, effectivement, on est directeur commercial depuis 15, 20 ans, j'ai mon réseau, tiens, on devrait collaborer ensemble, etc. À maintenant, je trouve qu'on est à l'ère où, bon, je pense qu'on on le voit tous, à créer du coup du contenu sur LinkedIn enfin voilà. En fait, maintenant, on essaie de masteriser, d'avoir des vraies méthodologies et de transformer un peu l'ère des sales qu'il y avait avant. Ouais. Je pense que c'était le commercial, le VRP, etc. On est passé assez rapidement à, maintenant, on va mettre des business développeurs, on va mettre des accounts exécutifs, des account managers, etc., etc. Et chacun, du coup, a une stratégie. Maintenant, on est en train de faire la même chose avec le partenariat. On est en train de masteriser ça avec des vraies stratégies, vraies méthodologies. Et je pense qu'on est au début de tout ça. Et hâte de voir, du coup, ce qui va se passer. Alors, moi, j'aime bien les exemples pour, comment dire, synthétiser ça. Ouais. En fait, en gros, je prends un exemple, tu te lances et t'es maraîcher sur un marché. En fait, si tu dis que tu fais de la outbound, tu vas aller au milieu du marché et gueuler j'ai des fruits. Et la chance que ça marche, t'auras des taux de conversion assez faibles. Tu peux avoir le côté un peu du content où tu vas prévenir avant que tu seras sur tel marché à telle date. Et les gens, ils voient ton nom et le jour où tu y es, ils viennent te voir. Et tu as le partenariat qui est que tu vas essayer de t'associer avec le mec qui te place, etc., pour être mis au bon endroit, pour que tu sois dans le bon flux sur le marché. Et en fait, aujourd'hui, si dans le monde du SaaS, où il y a tellement de solutions, si tu fais que de l'outbound, où tu prends ton tel et tu les appelles, bah oui, tu vas avoir des résultats à 1 semaine, 2 semaines, etc., parce que c'est immédiat avec des calls. Mais sur la durée, tu ne pourras pas tenir, être seul au milieu du marché avec tes pommes. Il faudrait bien que tu te captes à la bonne place avec le bon mec. Donc, je trouve que le partenariat, il faut le voir comme un play pour que ta boîte elle soit établie, mais en complément des autres. En fait, on n'est pas en train de dire qu'il faut le remplacer. C'est bien pour se faire connaître de gueuler au milieu, mais à la fin, tu vas t'essouffler et mieux vaut que tu aies une approche un peu plus complexe avec le marketing et le partenariat. Ouais. J'adore ta métaphore là sur le marché. Parce que là, c'était ultra visuel et je me disais, en fait, si t'es maraîcher, tu te mets en partenariat avec le boucher il va venir avec ses clients. Non mais oui, tu vas faire une offre bundle en mode tiens, si tu me prends la côte de bœuf mon dimanche, moi je te fais les pommes de terre et le kilo, on te fait bon, je sais pas quel est le prix de la côte de bœuf. Ils se connaissent tous au marché, ils se connaissent tous. Donc en fait, ils te renvoient je trouve que c'est la même chose, sauf qu'en fait, ils vendent des produits du quotidien alors que nous, on vend du software. Donc, Ouais, c'est clair. Allez au marché. Mais je pense que tu as dit un truc super intéressant aussi, et on en parle souvent, enfin moi j'aime bien en parler, c'est ce côté d'avoir une acquisition qui est globale. Aujourd'hui, ton client, il ne suit pas un parcours uniforme, tiens, j'ai reçu un appel ou autre, alors peut-être pour des produits très simples, mais globalement, ton client, il va consommer plusieurs contenus, il va s'intéresser à toi, il va aller forcément aujourd'hui chercher ChatGPT, Google ou autre, des informations sur toi, et finalement, il arrive auprès de tes sales, il est déjà ultra informé, et les partenariats viennent justement aussi renforcer l'image qu'il a de toi, puisqu'in fine, et ça on y reviendra par la suite aussi, on va parler un peu de la transversalité de ce rôle, mais globalement aujourd'hui si tu n'as pas d'intégration, si tu n'as pas de recommandation, et notamment sur des deals type enterprise, je pense que tu n'arrives jamais à signer un grand compte. Aujourd'hui tu as besoin d'être connecté, tu as besoin d'être dans un écosystème. Et ton client, il ne suit pas un parcours uniforme. C'est vraiment, je vais faire ça, je vais me renseigner à tel endroit pour, in fine, entrer en relation avec toi, être déjà bien informé. Et ce côté rassurant du partenaire est un élément, pour moi, additionnel qui vient justement aider ton prospect à passer après à l'acte d'achat, quoi. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que tu dis, en fait, si tu fais le parallèle avec les évolutions de ChatGPT, de Perplexity, etc., en fait, tu te rends compte que les gens, avant, ils cherchaient avec software de caisse sur Google, et ils avaient les réponses, ils consommaient le contenu, et maintenant, c'est plutôt, dis-moi quel est le meilleur, et ils s'attendent à ce qu'ils aient une réponse en conseil, on va dire. Et en fait, je trouve que c'est très proche du partenariat. Donc, en fait, le shift qu'on voit sur les gens qui veulent avoir une réponse documentée, le partenariat, ça peut les aider à avoir cette approche-là. On n'est plus dans un monde où tu testes un peu tout et tu vois ce qui se passe, tu as besoin de te faire accompagner, et le partenariat peut faire que tu sois là au bon moment avec les bons prospects. Ouais, et surtout quand tu vas même, je pense au-delà de ça, c'est que, comme tu dis, il y a le parcours,
le parcours du coup d'un prospect d'un client, effectivement. Donc tu le contactes une fois, il reçoit un mail, il voit du coup passer ton logo quelque part dans un événement, ou après il reçoit du coup un contenu, etc. Mais en fait, quand tu vas au-delà dans le partenariat, je crois que vous le faites du coup potentiellement chez Attention, mais tu peux arriver à récupérer du coup des informations sur les call sales et arriver à détecter finalement des signaux, sur tiens, en fait, chez mon partenaire qui va parler avec tel client va lui faire remonter, tiens, en fait, moi j'ai ce pain point, etc. C'était Customer Success, du coup, ils sont éduqués en fait finalement au partenariat. Il va se dire, nous on peut pas adresser ce pain, néanmoins on a justement un partenaire, et tu peux arriver à savoir quand est-ce que c'est le bon moment d'aller adresser cette solution. Et ça peut être directement du coup tes partenaires qui te font remonter ces informations. Donc, du coup, je crois qu'il y a 3 choses en partenariat, mais il y a information, influence, et le dernier, je me souviens plus. C'est recommandations, ouais. Mais du coup, en fait, là-dedans, il te fait une recommandation, il te file l'info, et en même temps, il peut faire de l'influence en disant, ça tombe bien, on a un partenaire qui est, je sais pas, problème de carte, d'expense. C'est Spendesk, tu vois, on peut justement te faire une mise en relation, etc. Et ça te réglera ton pain. Et en plus de ça, lui, en tant que customer success, il aura participé à résoudre un problème pour son client. Donc finalement, il a continué à apporter de la valeur pour lui. Et je pense que c'est un bon point, parce que je trouve que c'est une des difficultés qu'on a avec le partenariat, en tout cas que moi que je ressens avec certains clients, c'est qu'en fait le partenariat, vu que tu es centré sur le client, en fait tu n'es pas que sur je signe un nouveau client. Tu vas plutôt résoudre ses problèmes. Et tu vois, on prend un exemple, tu as un de tes clients qui a un blocage sur la gestion des cartes. Si le CSM il l'envoie vers du Spendesk et que ça l'aide à le résoudre, tu vas garder ton client et il va avoir un meilleur usage peut-être demain, donc tu auras un upsell. Donc, c'est pas juste sur des leads qui arrivent en entrée, mais c'est que juste en ayant un écosystème qui est pertinent pour tes clients, tu vas augmenter la valeur moyenne de chacun de tes clients. Et je pense qu'il y a des boîtes qui ont encore un peu du mal à comprendre que le partenariat, c'est sur l'ensemble du go-to-market et pas que sur ton acquisition. Et quand tu as cette vision-là, c'est là où tu peux vraiment te sécuriser sur la durée et pas juste là à avoir des clients qui rentrent et après qui s'en vont au bout de quelques mois. Mais je crois qu'il y avait une... Pardon. Non, vas-y. Je vais juste un truc, mais tu sais que je crois qu'il y avait une stat là-dedans. Je reprends... Tu disais sur ça, sur créer de la valeur du coup pour le client, et croisé avec Microsoft. Il y avait une stat où t'avais Alexandre qui avait interrogé une personne de chez Microsoft dans le podcast et qui lui avait dit 1 euro déclenché du coup par Microsoft, c'est 10 euros créés du coup dans l'écosystème. Donc c'est là où tu te rends compte qu'il y a une valeur colossale. T'as un gros acteur au milieu, d'ailleurs qui n'est même pas au milieu, qui fait graviter tout un écosystème autour. Et en fait, toi en tant que client, le client qui rentre dedans, que ce soit par Microsoft ou par un de ses partenaires, finalement, lui il va percevoir pas mal de valeur parce qu'il est accompagné par beaucoup de gens, mais en même temps il va payer pour toute cette valeur qui va ruisseler du coup et justement dans ce sens-là, je crois que, alors je me trompe peut-être, mais c'est chez HubSpot, ils avaient fait un calcul qui est plus tu as d'intégration active autour de ton HubSpot pour un client, plus ton taux de churn sera bas. Donc c'est vraiment le modèle de l'écosystème où en fait tu es plus sticky quand tu restes dans cet univers-là, parce que le client, c'est qu'il est plus satisfait. Donc on revient un peu sur le sujet de la confiance. En fait, si tu arrives à créer un réseau de gens avec qui tu travailles ou de software avec qui tu travailles, le client il se sent bien et il évolue bien dans son usage de ta solution. Et non, moi je voulais dire que je rejoins totalement ce que tu viens de dire, puisque quand j'étais chez Lemonway, du coup j'avais le département partenariat et account management en gestion, et donc finalement au début on pourrait dire il y a peu de liens, et finalement le nombre de retours que tu prends de tes clients pour justement enrichir tes partenariats, enrichir ton écosystème. Et il y a aussi beaucoup de sociétés qui voient les partenariats sur un prisme d'acquisition et de nouvelles ventes. Et en fait, c'est un vrai levier de stickiness aussi à ta solution pour garder tes clients, améliorer ton NPS et faire des upsells. Et parfois, tu regardes aussi les sites web de certaines sociétés, tu vas dessus et tu te dis... Attends, là, c'est vraiment drivé sur de l'acquisition, mais par exemple, tes clients, tu as un souci, pour ouvrir un ticket, déjà, c'est parfois une galère. Et donc oui, moi, je trouve que les partenariats sont un vrai levier aussi de confiance pour tes clients existants et pour améliorer leur quotidien. On fait le lien aussi avec la dynamique actuelle où on dit qu'il faut faire de l'acquisition raisonnée ou de l'acquisition rentable, je ne sais pas comment les termes qu'ils veulent utiliser. Mais en fait, ça veut dire que les clients que tu gagnes, il faut que tu les fasses évoluer aussi bien, et le partenariat peut t'aider dans ce modèle-là et être peut-être plus rentable assez vite, parce que tu peux te dire, au lieu de tout faire moi-même, s'il y a des choses que je ne maîtrise pas ou qui ne sont pas dans mon cœur métier, je m'associe avec des gens qui apportent plus de valeur à mon client. Moi, je suis plus économe en termes de gestion peut-être de mon équipe CSM, etc. Et je suis plus stable dans mon évolution de boîte. Donc en fait, le partenariat, tu peux le voir assez vite dans ta boîte. Si tu n'as pas envie de te mettre sur des sujets, tu
peux dire, en fait, je vais trouver des partenaires de confiance avec qui je vais m'associer parce que le client sait ce qu'il cherche. Si je fais le lien avec toi, ce que tu disais à l'époque sur Sunday, c'était lié aussi au logiciel de caisse. Mm. Donc, en fait, si tu t'associes avec les bons logiciels de caisse, en fait, tu sais que eux font la partie paiement et vous faites la partie, plutôt, eux font la partie prise de commande et puis vous paiement. Et ça fait que sur la durée, depuis le début, tu es avec des partenaires et tu n'es pas tout seul à essayer de les signer les restaurateurs. Ouais, 100%. Mais je pense que du coup, là, c'est vraiment arrivé à remettre peut-être dans un prisme, mais la maturité, enfin, les partenaires en fonction de la maturité de la boîte. C'est qu'effectivement, quand tu es en seed, je dirais que tu vas plus aller chercher des intégrations, comme c'est le cas du coup avec Sunday, pour exister du coup sur le marché, Ouais. si les partenaires du coup sont nécessaires pour faire fonctionner du coup ton MVP ou ta solution. Ensuite, pour moi, c'est que après, ce qu'il faut, sur ton focus, c'est founder lead growth, c'est-à-dire que c'est le founder qui va devoir appeler et aller chercher des clients pour lui se construire du coup cette expérience. Puis après, il faut qu'il puisse recruter des sales. Donc, tu es en sales lead growth. Désolé pour tous les anglicismes, mais après, c'est ton armée de sales. Enfin, c'est tes sales du coup qui vont aller vendre du coup la solution, qui vont aller construire du coup tous les playbooks, apprendre quelles sont du coup les objections, comment vendre, etc. Mais ça, c'est pas forcément tout le temps le cas. Hein. Non, c'est pas forcément tout modèle-là. le cas, mais c'est un truc où j'essaie d'emmener plutôt sur, à partir du moment où t'as ça, je pense que quand tu vois, parce que là, toi, ton sweet spot, le sweet spot, du coup, aujourd'hui, sur le conseil, c'est plutôt des boîtes qui sont en série A ou voire série B, En fait, c'est ce que je pensais, et en fait, non. Avec un client avec qui je bosse depuis 2 semaines, en fait, on est en train de se rendre compte que il y a une possibilité d'aller plus vite à travers un partenaire en créant une offre qui est embed dans sa solution. Parce que c'est, en gros, l'idée, sans donner des détails de mon client, mais il y a d'autres acteurs qui font de la gestion de tickets de support. En fait, ils cherchent à aller plus vite dans la gestion des tickets. Et avec la solution de mon client, on peut s'intégrer dans le flux de gestion des tickets pour optimiser le temps de traitement. Et en fait, des acteurs comme Zendesk ne l'ont pas. Et en fait, si demain tu le fais et tu le fais avec eux, en fait, tu n'as même pas besoin de sales parce que tes sales, ça va être les sales de Zendesk. Et on est en train de se dire, en fait, en seed, ça se trouve, il n'a pas besoin d'avoir 5 sales. Il va avoir peut-être que 1 ou 2, dont un qui gère Zendesk et l'autre qui fait du sales en direct. Ouais, 100%. Donc en fait, tu peux trouver des moyens de se dire, ma distribution, elle peut être faite avec des embedded. Donc c'est ce qu'il y a souvent en finance aussi. Ouais. De se dire, tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Celui qui a le lien avec le buyer, donc l'acheteur final, c'est pas grave si c'est pas toi à des moments. Ouais, 100%. C'était plus sur, effectivement, je suis aligné avec toi sur la partie vraiment embed, etc. Là, j'essaie de donner plutôt une vision assez plutôt holistique, de se dire, enfin, mon message, c'est de dire, les partenariats, en fait, à partir du moment où tu as éprouvé un peu tout ça et que tu commences à avoir en fait, une vraie valeur, je pense que du coup, il faut commencer assez rapidement pour aller tester, voir du coup les opportunités. Mais à partir du moment où tu as des clients, tu commences à avoir une petite marque ou tu as un produit quand même assez solide, c'est là où tu vas commencer à avoir un gros déclencheur du coup sur les partenariats. Et pour moi, c'est un peu le truc où on se disait, tu vois, quand on était à table, on parlait des boîtes qui ont beaucoup levé, qui se sont retrouvés avec des armées de sales. Au bout d'un moment, si tu as 50 SDR du coup dans la boîte, tu peux commencer à passer. Enfin, tu as un plafond de verre où tu sais que ton sales, il peut faire X calls, X mails du coup par jour. Et c'est là où il faut commencer à voir du coup l'indirect avec les partenaires et de se dire finalement les partenariats, c'est la croissance raisonnée, comme ce que tu disais avec les VC, de se dire finalement quand tu commences à avoir des premiers clients, tu as suffisamment en fait de valeur pour aller voir des partenaires et dire voilà, j'ai X clients, j'ai cette marque, j'ai ci, j'ai ça. Tu construis du coup ta value proposition que tu vas proposer aux partenaires et c'est là où en gros tu vas pouvoir casser du coup le plafond de verre que tu as avec tes équipes sales et te dire finalement on peut restreindre et d'avoir une équipe sales assez raisonnée et commencer à investir sur le partenariat pour passer sur l'étape grand groupe, hyperscaler, etc. où c'est maintenant que des équipes qui sont quasiment que du partenariat. Tu prends du Google, ils animent les agences, SEO, etc., ils ont assez peu de sales. Tu vois, direct. Les sales, c'est pour gérer du très grand compte. Ouais. Tout le reste, c'est des partenaires managers qui gèrent tout l'écosystème, quoi. Mais très clairement, ce modèle-là, partner-led growth, ça se développe de plus en plus. Comme tu l'as dit, moi je le vois beaucoup dans le monde du financement. De plus en plus, je pense qu'il y a un très bon exemple qu'on connaît tous ici, qui est De-Facto, avec qui tu as dû bosser aussi chez Spengtest, que tu connais bien. Mais voilà, c'est le fait de se dire, j'ai une structure qui est beaucoup plus lean, in fine, parce que je recrute moins, et je vais me distribuer à 100% avec des partenaires. Donc ça forcément oblige à avoir une approche très qualitative autour de ces partenariats. Je
pense, une approche aussi très qualitative autour de sa tech pour vraiment amener une expérience et une API qui est de grande qualité aussi à ses clients pour faciliter l'intégration. Et une fois que tu as trouvé vraiment ce modèle-là avec beaucoup d'expérience, mais aussi de ressources que tu amènes à tes partenaires, tu peux accélérer, en tout cas à mon sens, beaucoup plus vite. Je crois que de facto, forcément, je les suis, j'aime beaucoup cette société. 900 millions de prêts octroyés en 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, c'est assez monstrueux. Des partenaires avec Conto, Pennylane, enfin tous les grands acteurs tech. Voilà, ça montre aussi sur certains segments, peut-être pas adaptés à tous, mais en tout cas la réussite de ce modèle-là. Justement, peut-être la typologie de boîtes, c'est les boîtes qui font des briques technologiques pour moi. Parce qu'en fait, tout le monde ne veut pas faire du SaaS que chaque user va utiliser. Donc ça, c'est un bon exemple. Mais moi, j'ai un client que j'ai accompagné, en fait, qui est dans la signature électronique. En fait, quand on a fait le bilan au début, il se disait, nous, les partenariats, c'est que 10% de notre business. Parce que eux voyaient les partenariats comme de la distribution avec des revendeurs. Et en fait, en creusant avec eux, on a vu qu'il y avait un axe qui marchait très bien. C'est tu t'associes avec d'autres softwares qui vont intégrer ta fonctionnalité de signature électronique dans leur suite qu'ils offrent à leurs clients, comme du Payfit, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça, c'était finalement 40% de leurs clients. Et ils les géraient comme des clients et pas comme des partenaires. Donc, il n'y avait pas un support qui était plus sur le produit. Ils avaient plus une approche que sur la vente. En fait, là, on a reshifté la façon dont ils bossent. On a une équipe au service client qui est adaptée à ce type de partenaire-là. On a revu nos offres pour aller avec ce type de partenaire-là. Et ils se sont dit, en fait, peut-être la boîte, maintenant, elle est à moitié partenaire de Let's Gross, alors qu'il y a 6 mois, on pensait qu'elle était 16 Let's Gross. Et je trouve qu'en fait, la vision brique techno marche bien avec beaucoup de boîtes. Et le partenariat, tu es un peu obligé de le faire parce que seul, ça ne marche pas. Tu es dans un environnement avec d'autres solutions. Qu'est-ce qui t'a fait dire, ça c'est un très bon exemple, qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il fallait switch de ce modèle 16-led growth à plutôt partner-led growth? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça et quelles sont les différences selon toi où tu dis, tu vois, tiens, là on change et qu'est-ce que tu amènes en valeur additionnelle à tes en fait, partenaires soft? Ce qui a fait, c'est qu'on a creusé en parlant aux clients la valeur du produit. On s'est rendu compte que les plus gros éléments étaient plutôt sur l'aspect infrastructure, souveraineté, sécurité, rapidité un peu de l'exécution et moins dans l'interface UI à la fin. Et en fait, on s'est dit, si nos forces c'est sur cette partie-là, on va aller voir des softwares qui ont peut-être une meilleure UI mais qui n'ont pas ces briques techno. On va aller les voir avec une offre française et ça a permis d'ouvrir des portes avec des comptes de plus en plus gros. Et en parallèle, on a aussi toujours du partenariat sur, on va dire, des comptes qui sont des hôpitaux, etc., qui ne sont pas accessibles en direct parce qu'ils bossent toujours avec les mêmes types de fournisseurs et distributeurs. Et c'est là où on a des intégrateurs qui sont ceux des hôpitaux qui nous mettent en avant chez eux. Donc en fait, on est vraiment pas parti du client en disant, selon comment il a envie de se comporter, on va trouver le canal qui est le plus adapté. Et tu te rends compte évidemment que le sales-led, il est bien, mais il n'est pas complet sur ce que cherchent les clients. Ouais, je mets un peu le truc, mais j'ai discuté avec France Joseph. J'ai fait un webinaire du coup avec lui, et ça me fait penser à ce que tu dis. Mais lui, il a regardé quand il est arrivé dans cette boîte là, du coup, qui s'appelle Opin, si je dis pas de bêtises. Opus Clip là, non, c'est pas ça? Non, pas Opus Clip, c'est sa nouvelle boîte. Okay. Là, je parle de la précédente boîte dans laquelle il était avant, qui faisait plutôt c'était une boîte pour l'organisation d'événements digitaux, donc webinaire, truc, enfin voilà, ce genre de choses. Et il disait, lui, quand il est arrivé, il a analysé le CRM, il a commencé à discuter avec des clients, et il s'est rendu compte qu'il y avait des agences, et on disait, mais pourquoi ils utilisent notre solution? En fait, en discutant avec ces gens, on s'est rendu compte que en fait, nous, on a pris votre solution pour la pousser auprès de clients. Donc, eux, ils l'utilisaient du coup pour que leurs clients l'utilisent. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait un usage qu'ils n'avaient pas du tout calculé. Il a regardé, il s'est renseigné et il a vu que HubSpot avait fait une grosse stratégie agence là-dessus. Et c'est comme ça qu'il a lancé un énorme canal du coup partenariat avec Partner Programme orienté du coup sur les agences et qu'il a pu ouvrir des pays. Tu vois, tu as des exemples en France, Lemlist, il commence à accélérer sur ça parce qu'ils se sont rendus compte que en fait, c'était utilisé par des agences pour leurs clients. Tu as Clé qui fait la même chose. Et en fait, ce qui crée, c'est des infrastructures où tu as le master account qui est géré par le partenaire et tous les sub-accounts qui sont les clients du partenaire. En fait, ça leur permet d'avoir des résultats
je crois ce qu'ils mettaient, l'Emlist, ils étaient à plus de 200 000 de MRR, je crois, qui viennent des partenariats, avec juste une fille qui s'en occupe en marketing, mais parce qu'ils ont trouvé cet axe-là de distribution qui marche bien, en plus du reste. Hein. Mais c'est assez intéressant de se dire, en fait, il y a ce canal-là qu'on oublie souvent quand on regarde nos clients, ce qu'on pourrait faire avec eux. Ouais, 100%. Je pense que du coup, si on peut parler aussi de, je pense, Penny Lane, après, je connais pas non plus toute l'histoire, mais eux, ils ont quand même eu un produit qui rentre en concurrence avec les experts comptables. Je crois qu'il y avait du coup, de mémoire, si je dis pas de bêtises, j'espère que une personne de chez Penny Lane pourra corriger du coup l'histoire si je raconte des bêtises. Mais je crois qu'il y avait vraiment une friction avec les experts comptables. Finalement, ils se sont dit, bah tiens, mais en fait, on va faire du managed service provider et de se dire, bah on va transformer du coup le logiciel Penny Lane pour les experts comptables qui, au lieu d'en faire des concurrents et des ennemis, en fait, vont en faire nos meilleurs alliés. Ils vont avoir leur interface pour pouvoir gérer eux leurs propres clients. Donc, ils vont aller finalement de facto vendre du Penny Lane aux clients du coup des experts comptables, et c'est comme ça qu'ils ont fait, je crois, si je dis pas de bêtises, un x40 non, sur leur revenu le nombre de clients, mais c'est exponentiel. Et comme quoi alors, le partenariat, ça peut être vraiment un support où tu arrives à transformer ça avec ton écosystème qui sont soit du coup tes clients, soit les écosystèmes du coup, l'écosystème qu'il y a autour, trouver du coup la bonne value propre pour transformer ton business et le scaler. Je vais peut-être faire un peu une remarque un peu cliché, mais il y avait Vivatech cette semaine ou la semaine dernière. Ouais. Et quand tu regardes ceux qui étaient sur scène avec Macron, il y avait Pigment, Mistral, et il y en avait d'autres, et c'est toutes qui ont des programmes de partenariats qui sont forts. Et en fait, ce qu'ils ont dit sur scène, c'est les partenariats. Tu prends avec Pigment, ils l'ont lancé, parce que eux, c'était sur les gros comptes, ils l'ont lancé il y a 3 ou 4 ans. En fait, quand tu te rends compte, tous ceux qui sont des succès, que tu mets vraiment en avant, pas du French Tech, et c'est plutôt vraiment ceux que tu fais venir sur scène et qui marchent au niveau du monde, ils sont tous très forts en partenariat. Donc c'est bien une preuve que c'est un lien de cause à effet entre le succès et la mise en place de partenariats. 100%. Et donc du coup, bah, tu vois, là, par exemple des CEO qui n'ont pas encore de trucs partenariat, qui vont nous écouter ou voir l'épisode, ils vont se dire, bon, bah, ça c'est gentil, ok, partenariat intéressant, enfin, voilà, c'est leur métier, ils aiment ça, ils en parlent bien, mais quand est-ce que du coup, vous recommanderiez du coup d'aller creuser ce sujet? Tu as les premiers business qui tombent, tu vois, mais sur ce modèle Partner Lane Growth, qu'est-ce qui te fait te dire que tiens, là, il faudrait que j'aille sur les partenariats? C'est quoi tes signaux? Bah, en fait, moi, ce que je vois des prospects avec qui je discute, tu as plusieurs axes. Le premier, c'est j'ai pas mal de demandes entrantes de partenaires. Donc, en fait, il y a ce pipe qui se crée, donc il va falloir que je le traite et que je le gère. Le deuxième, c'est je me rends compte que j'ai des vrais gaps dans ma go-to-market ou dans mon produit. Donc, il faut que je trouve des moyens de l'adresser. Et le troisième, c'est genre, je sais pas trop, mais je sais que ma vision de produit, elle va être plus complexe demain. Et en fait, je veux me poser des questions dès maintenant pour voir un peu les axes que je peux mettre en place pour que dans 1 an, 2 ans, ça fonctionne. Donc en fait, en gros, tu as du plus immédiat qui est des demandes qui arrivent sur ton site internet à la vision du CEO qui se dit, je sais que je pourrais pas gagner seul, donc je vais chercher à me faire accompagner pour m'aider à réfléchir à qui sont les acteurs à qui je pourrais m'approcher demain. Et ce que je leur explique assez souvent, qui marche bien en pitch en général, c'est que quand tu regardes, on a eu peu d'exits en Europe de boîtes. La majorité des exits, c'est des rachats par une autre boîte qui est un peu plus grosse. Et le meilleur moyen de se faire acheter, c'est de faire un partenariat avec la boîte pour qu'elle apprenne à te connaître et qu'ensuite elle te rachète. Donc en fait, au final, la meilleure façon de sortir pour les fondateurs, c'est de faire un partenariat strat avec une grosse boîte et que ça marche ensuite. Donc en fait, pour moi, ça va du besoin immédiat à la vision de où est-ce que je vais aller dans 3 ans. Aide-moi à créer les étapes pour y arriver. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi, en tout cas là, dans une boîte, quand il y avait une levée de fonds, des partenaires en tout cas qui étaient soit en cours de création, soit des partenaires un peu plus établis, qui viennent s'intéresser au dossier et regarder ce qui se passe, quoi. Donc, après, quelle stratégie tu as? Est-ce que tu préfères faire rentrer un fonds du coup continuer ta croissance, ou tu fais rentrer un industriel? Et donc là, bon, bah, tu changes complètement aussi ta stratégie et tu vas peut-être sur un rachat et une fin d'histoire. Mais in fine, sur une acquisition ou autre, un partenaire est un très 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 bon levier d'acquisition et un bon levier de sortie pour des CEO. Et puis après, c'est pas grave de se dire je creuse, mais je ne lance pas le sujet maintenant. En fait, le pire, c'est de dire je vais jamais l'ouvrir et on verra dans 1 an ou 2 ans. En fait, c'est pas grave. Tu prends quelqu'un, tu réfléchis avec, tu écris ce que tu pourrais faire et tu décides de lancer maintenant ou pas. C'est pas grave, mais au moins, tu as entamé cette réflexion. Comme ça, tu n'es pas nu sur ce sujet de partenariat. Ouais, c'est clair. Et surtout que là, pour reprendre du coup là-dessus,
effectivement, on voit du coup le framework, la Buy Build Partner, où finalement, t'as une problématique et c'est en fonction de toi. Comment dire, le besoin immédiat d'avoir cette solution et toi ta capacité du coup enfin le besoin et ta capacité de cash ou pouvoir le faire. Donc c'est soit t'achètes, soit du coup soit tu construis. Et un peu l'entre-deux, c'est tu partenaires. Et en fait, finalement, le fait de créer un partenariat, ça te permet de pouvoir, on l'a vu dans l'écosystème, il y en a plusieurs qui ont fait des partenariats pour s'intégrer, comme notamment Conto qui était la partie banque et Penny Lane qui était la partie comptable. Alors ça, je crois que pour moi, c'est un très bon exemple où ils ont développé ce partenariat. Je crois que ça a été un vrai succès, tellement un succès qu'après Penny Lane s'est posé la question, mais pourquoi on n'a pas la partie bancaire, et c'est comme ça qu'ils se sont lancés. Après, pour revenir sur un cas un peu plus général, ça c'est qui sont devenus finalement des concurrents, mais c'est aussi la raison pour laquelle la BPI en ce moment pousse le programme, je me souviens plus, Choose France, non peut-être pas Choose France, mais Oui, c'est ça, je crois. ouais c'est ça. Moi, la BPI du coup m'avait contacté, on avait beaucoup discuté là-dessus, parce que il y a un sujet de partenariat. Ils se disent en fait quand t'es aux US, il y a plein de boîtes du coup qui font des partenariats avec des gros, qui testent, et puis après les gros, donc les hyperscalers rachètent du coup les startups. Donc il y a beaucoup d'exits il y a beaucoup d'exits. Ils avaient sorti du coup tout un rapport démontrant qu'en fait finalement les exits en France c'était peanuts, et l'implication en fait des grands groupes est en fait est assez ridicule. Et donc là ils poussent en ce moment donc les grands groupes à développer des programmes de partenariat du coup avec des boîtes pour essayer qu'in fine, ces grands groupes rachètent des boîtes dans l'écosystème. Et puis après, ça ruissellera si des boîtes se font racheter, il y a des plus grosses, du coup, il y a du cash qui arrive dans l'écosystème pour pouvoir recréer des boîtes et ainsi de suite. Donc finalement, même les partenariats, du coup, c'est la clé, je pense, pour unlock l'écosystème startup de demain. Mais ça reste j'imagine un autre sujet, mais. Non, mais c'est 100% lié. Je trouve que c'est ce qui manque aussi pour redonner de la dynamique au partenariat, c'est d'avoir des exemples de choses qui marchent bien. Pour te dire, si je mets des sous dessus, ça va m'aider moi au niveau de mon évolution de boîte et de ma sortie demain. Ouais. Clairement. D'ailleurs, on peut parler justement revenus dans les partenariats, de ce qu'on voit peut-être sur certaines études, mais aussi dans ce qu'on a vu de nos expériences. Je pense que ça aussi, ça a encore plus de valeur puisqu'on l'a travaillé nous-mêmes. C'était quoi pour vous, en tout cas, vos expériences en termes de revenus pour ce channel partenariat? Qu'est-ce que ça ramenait à la boîte, en tout cas, quand vous aviez d'anciennes expériences, soit Spendesk, Hero, Sunday, etc. Je peux donner un exemple, parce qu'en fait, en gros, ça va dépendre un petit peu des boîtes. Tu as les chiffres un peu génériques qui montrent que tu signes plus vite avec un meilleur win rate, avec une meilleure valeur. Ça, en général, c'est la preuve dans toutes les boîtes, ça c'est écrit. Nous, avec Spendesk, on avait démarré au début sur les DAF part-time, qu'on avait ciblé vraiment ce petit segment-là. Et de mémoire, on avait des win rates de 80%, et on avait des deals moyens qui étaient supérieurs à la moyenne des deals. Après qu'on a ouvert avec d'autres types de partenaires qui étaient peut-être un peu moins cœur de ce qu'on faisait, je me souviens la première année quand j'ai repris le sujet, on était à un win rate de 55% et on était à un deal qui était 20% meilleur que les deals moyens. Donc en fait, ça faisait que le CRO il venait me voir en disant Thomas, comment je mets plus de sous dedans pour aller plus loin. Donc tu vois, c'est bien la preuve que ça marchait. Par contre, plus tu vas grossir en partenariat, plus ce chiffre il va baisser. Mais en fait, le gros enjeu, et c'est ce que tu fais souvent, c'est de démarrer avec le bon profil de partenaire qui te permet d'avoir ces chiffres-là, qui montrent que ça marche pour ensuite aller plus loin, parce que tu ne pourras pas avoir ces chiffres-là avec tous tes partenaires. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je voyais. On démarrait très haut, avec des preuves sur les choses qui marchent bien, et puis après, on allait vers des chiffres qui sont plus raisonnables en termes de résultats. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que du coup, il y a un truc, effectivement, de choisir du coup les bons partenaires. Quand tu commences du coup ta stratégie de partenariat, il faut arriver à prioriser en P1, P2, P3, en disant en fait quels sont du coup tes P1, c'est ceux avec qui tu sais que tu peux aller choper des quick wins assez rapides, des résultats pour prouver justement au leadership et aux équipes pour obtenir du coup ton buy-in. Donc désolé pour l'anglicisme, mais de prouver qu'en fait les partenaires du coup fonctionnent pour aller investir là-dedans. Ce que je remarque, c'est que dans l'écosystème, j'ai l'impression que une grande majorité des gens me disent oui, mais alors du coup, nous on commence en partenariat, il faut qu'on fasse nos preuves. Pour faire nos preuves, le leadership demande d'aller voir des partenariats du coup stratégiques, en fait, qui prennent énormément de temps. En fait, tant que tu n'as pas de résultats, on ne mettra pas de budget, on n'investira pas de temps et tu n'auras pas de ressources de la part des autres équipes, sales, marketing, etc. Et en fait, c'est un peu, c'est contre-intuitif, mais vaut mieux aller chercher effectivement du quick win et essayer d'investir du temps et des ressources, même à minimum, pour pouvoir justement booster les partenariats pour aller démontrer du coup du résultat. Et je remarque qu'il y a un peu un truc, le fameux
30% de chiffre d'affaires dont parlent beaucoup de CEO en disant, en étant un peu, je dirais, pas suffisamment bien éduqué du coup sur le sujet, mais beaucoup pensent que tu peux aller faire 30% de ton chiffre d'affaires avec les partenariats en visant un peu des partenariats un peu au doigt mouillé qui sont soit opportunistes parce que du coup je suis pote avec un tel, donc du coup tu vas faire un partenariat ensemble, et mon VC m'a dit que grâce au partenariat ça va me réduire mon coût d'acquisition, je vais avoir 30% de chiffre d'affaires ou 30% de l'acquisition, et en fait c'est pas vrai. Il faut arriver à, comme je disais, scorer du coup, mapper du coup les bons partenaires, les scorer, choisir du coup de manière très tactique ceux que tu vas aller faire, ceux que tu vas aller lancer, et développer du coup ton programme du coup progressif entre ceux qui te ramèneront du coup du cash, des clients ou du revenu maintenant, ceux qui seront motivés, se focaliser là-dessus, et après progressivement aller voir d'autres un peu plus complexes, quoi. Il y a un truc qui est très intéressant avec ce que tu dis, c'est que moi je prends le cas avec Attention, qui est un de mes clients, qui est une sales tech. Et en fait, moi, je m'occupe pour eux de faire la strat et de la développer. Et moi, j'ai visé des partenaires avec qui je pouvais apporter du revenu, on va dire, horizon 6 mois. Et par contre, avec le CEO, on bosse tous les deux sur des comptes ultra strat, où c'est pas que moi, c'est lui et moi. Et c'est lui qui prend contact avec eux parce que ça fait un peu CEO à CEO. Et moi, je l'aide à savoir quoi dire durant ces rendez-vous et comment le structurer. Donc en fait, on démarre dès maintenant le stratégique. Mais par contre, c'est pas moi qui le fais de mon côté, c'est genre moi qui l'aide à le faire pour que ça soit mis en place. Ça permet comme ça que lui, il est conscience de la complexité qu'il y a avec les stratégiques, parce qu'il est impliqué, et en fait, comme ça, c'est plus simple pour moi de le vendre aussi, ce partenaire. Et en même temps, je fais des choses qui sont plus sur des partenaires plus opérationnels, on va dire, qui fait qu'il y a un combo entre les chiffres qui sortent et une vision un peu stratégique. Et Ne jamais faire le stratégique tout seul. Quand tu es dans une boîte, c'est le CEO qui porte ta boîte, donc autant le leverager au maximum. Ah, et 100%, parce qu'à la fin, notre métier, c'est. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'action, il y a du chiffre, mais c'est surtout, avant tout, de l'humain. Avant tout, du réseau. Et il faut que ce réseau puisse être leveragé, du coup, par le CEO qui en porte, en fait, finalement, la casquette et la représentation. Et c'est comme ça que, du coup, t'obtiens du coup du buy-in. C'est-à-dire que ton CEO croit dans ce que tu fais, croit dans les partenariats, il s'implique dedans. Effectivement, tu lui prémâches le travail pour qu'il puisse passer, je sais pas combien de temps il passe, c'est 10, 15, 20% de son temps, mais pour déjà, qui comprenne comment ça fonctionne, qui voit qu'il y a des chiffres et que les choses avancent, et surtout, c'est vrai que ça fait toujours mieux d'aller voir des partenaires quand c'est le CEO qui est en face. T'as beaucoup plus de chances d'aller obtenir, du coup, l'adhésion du coup des champions ou du décideur en interne chez ton partenaire. Moi, ce que j'ai fait à un salon où il est allé aux US il y a pas longtemps, je lui ai dit, va voir un tel et un tel. Parce que justement, tu fais un premier échange avec eux, et après, si ça marche, moi, j'ouvre un peu plus, ils m'ouvrent les portes en dessous. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est qu'il m'a dit, alors lui est cool, lui c'est un connard. Et en fait, c'est marrant parce que le deal, il capote dès maintenant, mais c'est bien de le savoir parce qu'il n'y a pas de culture match entre les deux. Et ça vient de mon CEO. Donc en fait, au moins, c'est aligné. Et les autres où ils s'entendent bien, souvent, quand ça se débloque à leur niveau, ça exécute assez vite après. Et tu vois, pour rebondir un peu sur ce que tu dis en tant qu'ancien sales aussi, souvent dans ton pipeline, je vois beaucoup de sales qui ont des opportunités un peu pourries ou mal travaillées, où finalement, tu ferais mieux de dire allez, lost, et comme ça, tu te concentres uniquement sur, je dirais, les meilleurs et celles où tu as le plus de chances de gagner. Et moi, ce que j'ai vu en tout cas avec les partenariats, que ce soit en termes de génération d'opportunités et de revenus, c'est justement plutôt cette qualité que tu as à t'introduire des choses qui ont une chance de closer rapidement, où il y a un vrai sujet. Et donc finalement, on mettra le petit statut là, de l'étude Pavilion, mais c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est un peu, en revenir au chiffre que je disais, mais c'est 10% des opportunités de ton pipeline, mais c'est 38% de tes revenus in fine. Parce que tu vas te retrouver avec des opportunités peut-être moins importantes, mais très qualitatives, donc qui vont signer plus vite, plus rapidement, comme tu le disais, mais avec aussi un panier moyen qui est bien plus élevé. Et tu te retrouves aussi à signer parfois des plus grands comptes et des plus gros dossiers. Je te prends mon exemple, moi quand j'étais chez les Monway, on avait un partenariat avec la BNP. On a signé 2 énormes comptes qui étaient Decathlon et SNCF. La BNP a eu un rôle énorme, en tout cas dans l'acquisition de ces clients-là. Sans ce partenaire-là, très clairement, on ne connaît pas l'histoire, mais ta capacité à certainement gagner un compte de ce type-là, elle est beaucoup moins grande. Et déjà, te poser le dossier sur la table et t'introduire aux personnes, on revient à cette confiance, etc. Ça te ramène quelque chose qui est inestimable et qui, au final, fait grandir ta boîte parce que tu fais aussi de l'acquisition de logos qui vont te servir après, ce qu'on disait,
à leverager du contenu, du marketing, etc. Et servir justement tout le monde, tes sales, ton marketing, ton produit, et faire évoluer justement la structure, quoi. Donc ouais, moi, enfin, ce côté là où tu dis, voilà, lui, c'est un connard, machin, etc. Mais au moins, c'est fixé, c'est vite, c'est rapide. Et je trouve que tu as ce côté très efficient, en tout cas, grâce au partenariat. Ouais. Après, moi, j'aimerais bien votre avis sur un sujet, mais moi, je suis finalement pas trop fan de cette histoire de dire au début, on démarque avec 2 ou 3 et on le prouve avec eux et on voit que ça marche. Parce que j'ai le sentiment que si je fais ça, en fait, je mets tous mes œufs dans le même panier et en fait, j'augmente mon risque et si ça prend pas assez bien, en fait, je vais peut-être pas assez apprendre. Donc maintenant, moi, j'ai une approche qui est de dire, je sais vers le type de partenaire que je veux aller. Donc, c'est pas dans tous les sens, mais par contre, j'y vais à fond et j'en parle à un max pour apprendre. Parce qu'en fait, la chance de trouver directement les 2 qui marchent le mieux, autant jouer au loto. Donc, en fait, je trouve que pour faire le lien un peu sur les résultats et les chiffres, ce qu'on peut aussi montrer, c'est quand tu as une cible qui est claire, le nombre de gens à qui tu parles, les feedbacks de ces gens-là, les feedbacks qui t'apportent sur le terrain et puis après les deals qui t'amènent. Mais je trouve qu'en fait, il faut aussi creuser ces deals, et plutôt ces chiffres de avant le revenu pour que tu vois aussi l'impact du partenariat au niveau de ta boîte. Ouais, 100%. Je pense que du coup, là-dedans, pour reprendre ce que je disais sur P1, P2, P3, en gros, c'est plus c'est de mettre en face ta capacité, toi, en fait, ta capacité à savoir si est-ce que du coup le partenariat du coup va marcher ou pas. Mais je suis d'accord avec toi, il vaut mieux se mettre des cycles sur une roadmap à 30, 60, 90, 180 jours et de se dire, en fait, finalement, tu testes. Il y en a que tu vas commencer à parler en fait maintenant, peut-être d'autres un peu plus tard parce que c'est que ça va prendre plus de temps, mais il faut qu'à la fin du coup de ton cycle t'aies un peu les résultats, te dire ok, bon en fait j'ai parlé avec je me suis arrêté sur 4 typologies. Ça va être par exemple des plateformes pour aller chercher tu vois, de l'intégration, ça va être certains autres SaaS de l'écosystème pour aller chercher du referral, ça va être plutôt des partenaires de services comme tout dépend des freelances, des consultants ou des agences, et après le dernier, bref, peu importe du coup la typologie, ça peut être des influenceurs ou autres, et en fait là-dedans tu vas de tous les tester et de voir à la fin du coup effectivement t'en as contacté peut-être 5 à 10 du coup par typologie. Tu as essayé de les cibler par rapport à toi, la typologie de ta boîte, est-ce que tu pourrais potentiellement les apporter et avec ton scoring, et qu'à la fin, tu te dis, en fait, avec qui ça a fonctionné, qu'est-ce que j'ai appris, comment est-ce que je peux arriver à scaler et aller voir peut-être potentiellement du coup, d'autres partenaires, peut-être sur d'autres marchés ou sur des choses après cette phase test. Et effectivement, l'objectif à la fin, c'est de pouvoir juger quelle typologie fonctionne bien, qu'est-ce qu'on a appris, comment est-ce qu'on peut aller voir d'autres partenaires, renforcer du coup notre programme partenaire, aller chercher du coup plus de résultats, mettre en place plus d'actions, etc. Ouais. Je pense que ça va un peu dans le sens de ce qu'on fait aussi avec des boîtes, c'est qu'en fait, je trouve que les boîtes aujourd'hui, elles savent entre guillemets bien faire ça sur la partie sales. Elles ont une liste de comptes, elles les travaillent, si ça va pas, ils changent, ils vont une nouvelle industrie, un nouveau segment. Et en fait, en partenariat, ce muscle, il n'est pas forcément bien écrit sur ça va être quoi les chiffres que tu vas regarder, ça va être quoi les critères de qualification, ça va être comment tu vas les éliminer. Et ce que tu dis, c'est super intéressant de pouvoir aider une boîte, et c'est en lien avec ta question de tout à l'heure, de dire voilà les types de partenaires que je peux viser, voilà comment est-ce que je peux le tester, et après tu peux les aider ou tu peux le faire. Et c'est ça qui va les aider, parce que si elle attend 1 an et demi avant de le faire, en fait le temps qu'elle l'était, ça va lui prendre encore 1 an, alors que là au moins elle peut avoir un projet qui dure X temps, qui lui coûte X euros, et à la fin elle a un peu une vision de ce qu'elle peut faire en termes de retour terrain et puis partenaire. Mais moi, ça rejoint un peu ce constat aussi, où c'est un métier qu'on voit justement évoluer de plus en plus ou autre. Mais tu prends l'exemple de Conto, voilà, eux, ils ont des bizdev dédiés au partenariat. Donc après, c'est aussi comment est-ce que tu arrives à bien travailler justement ce muscle-là, comme tu disais, parce que parfois, tu vas te retrouver avec des boîtes, avec des gens qui font tout. Et donc, ça devient complexe parce que voilà, tu as des spécificités entre la chasse, l'activation de tes partenaires, l'onboarding, etc. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs à certaines choses. Je ne dis pas qu'il faut tout segmenter. J'aime bien cette approche aussi, tout faire. Mais en tout cas, je trouve que c'est un vrai métier aussi de chasser des partenariats. Et moi, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, oui, tu sais qui tu vas cibler en termes de partenariat, tu as identifié. Par contre, après, tu as une approche, en tout cas, moi, j'ai une approche qui est plus massifiée, où je vais justement aller contacter beaucoup de partenaires pour 2 raisons.
Comme tu as dit, déjà, c'est pas en compter sur 2-3. Je pense que moi, in fine, j'ai pas envie d'engager avec beaucoup, en tout cas d'en signer avec beaucoup. Oui, c'est ça. Mais de parler avec beaucoup Exactement. pour apprendre et pour Pour savoir ce qui se passe. apprendre, déjà, dans un aspect d'ouverture sur le marché, où je pense que tu as une connaissance de ton marché. Moi, je l'ai vu dans chaque mission que j'ai pu faire. C'est dingue à quel point tu apprends plus vite que la moyenne sur ce clairement. métier-là. C'est Tu as une bluffant, ouais. ouverture sur le marché parce que tu parles en fait avec tout le monde. Qui parle aux clients de la boîte. Exactement. Il y a aux dizaines de clients de la boîte. Et donc, c'est même toi. Alors, je vais pas dire que tu es le CPO, machin, etc. Mais au niveau produit, si tu veux, tu as une très bonne idée aussi de ce qu'il faudrait ajouter, quoi faire et avec qui et comment. Pour la petite anecdote, avec Attention, en fait, nous, on peut scorer les démos qu'on fait. Et celui qui a les meilleurs scores, c'est moi. Et les meilleures visions du produit, c'est moi. Parce qu'en fait, tu parles à des gens qui sont plus experts que tes clients et ils te challengent sur des choses qui sont plus avancées. Donc, je suis d'accord avec toi qu'on est souvent les plus sachants sur les feedbacks produits. Et tu apprends tellement sur ton marché qu'in fine, je trouve que tu affines aussi ta stratégie. Et moi, en tout cas, je l'ai vécu aussi tu vois, chez les Monway. In fine, les acquéreurs, donc les gens qui étaient connectés directement au scheme, etc., étaient et qui ne faisaient pas justement de solutions marketplace, chose que faisaient les Monway, étaient des acteurs incroyables à avoir auprès de soi parce que énorme base de données clients sur l'e-commerce et qui voulaient peut-être aller une step plus loin sur la marketplace, des gens qui savent pas faire ce que tu fais, tu as la brique technique et en même temps et eux ils ont une brique technique que tu n'as pas, donc tu arrives aussi à intégrer des choses et à offrir quelque chose sur le marché qui est innovant et ça très clairement pour moi c'est en te confrontant au marché et en allant faire un maximum de calls sur un profil défini. Et ça, il n'y a pas de mystère. C'est bouffer du call les premières semaines pour justement arriver à des résultats, apprendre. Et franchement, la montée en compétences, elle est incroyable sur ce métier-là. Après, je trouve que ce qui est pas encore bien écrit et bien structuré, c'est comment tu passes de 1 à 2 à 10, en fait. Parce que tu vois, comment est-ce que tu vas structurer tes équipes, comment est-ce que tu vas trouver les bons profils à embaucher. J'ai un exemple, une boîte qui s'appelle Storyblock, qui est basée en Allemagne. En fait, et au début, ils ont vu que ça marchait. Et c'était avec des agences, parce que c'est un produit qui est assez dur à mettre en place. Et donc, c'est avec des agences web, je crois. Et ils ont créé une équipe où c'était genre 4 BizDev à faire que du recrutement de partenaires. Parce qu'ils ont vu que ça marchait. Ils ont dit, nous, on investit, 500 000 € avec ces gens-là. Et pendant un an, on recrute à balle. Et après, on aura une équipe en plus qui va les animer. Et je trouve que les playbooks qu'on commence à voir, qui sont sur comment j'arrive à trouver mes bons types de partenaires, ça commence à être un peu écrit dans les livres, etc. Mais par contre, comment est-ce que je vais pas du 0 à 1, mais du 1 à 10, je trouve c'est pas encore très écrit et on est encore en train de trouver les solutions. Et c'est des trucs que toi, tu creuses aussi. Et je trouve qu'on a peu de références encore sur ça, écrites de modèles, en fait. C'est quoi vos conseils là-dessus, du coup ? À quel moment, justement, tu te dis tu passes de temps à temps et pourquoi ? Je pense que déjà, on peut s'inspirer de boîtes qui ont déjà éprouvé ça, notamment celles qui sont allées sur... Alors, il va y avoir plusieurs. Je veux dire, une première catégorie de grandes entreprises, grandes scale-up, licornes françaises qui ont développé du coup tous leurs programmes. Donc, je dirais en des boîtes comme Conto, qui sont, je crois, une trentaine du coup en partenariat du coup chez eux, qui ont leur propre organisation. Il y a Docto aussi. Déjà, on peut se tourner vers ces boîtes-là, ou alors d'autres, comme par exemple Aircall, qui sont allés directement aux US. Donc là, ils sont allés, je pense, eux, taper de plein fouet des vraies stratégies de partenariat sur un marché avec un peu plus de maturité. Et ça permettra du coup de comprendre. Enfin, je pense que se tourner vers elles permettra de mieux comprendre auprès d'un marché qui a un peu plus de maturité comment passer, effectivement, parce qu'on sait, comme tu disais, passer de 0 à 1, on commence à bien le comprendre, mais comment après de passer de 1 à 10, on n'a pas suffisamment de boîtes très matures pour avoir plein de playbooks. En revanche, ce que je vois, tu as des boîtes comme par exemple, je discutais avec la Chief Partnership Officer de chez Lucas, qui, elle, a une équipe, je crois effectivement pareil, ils sont une trentaine et il y a du channel, il y a de l'alliance, de l'intégration, et en fait, c'est que du test and learn du coup sur les partenaires. Au début, tu es seul. Vaut mieux avoir un profil plutôt de builder / débrouillard entrepreneur qui est pas loin d'être le meilleur sur des typologies de métiers, mais qui a la niaque, l'envie surtout d'apprendre, etc. Un peu des profils de founder du coup dans une startup, ton founder sales, founder design, etc. Tu vas pas prendre des purs experts, mais des personnes du coup qui sont des brouillards pour
pour aller prendre n'importe quelle tâche. Et à la suite de quoi, là, tu vas essayer de ce que je comprends pour beaucoup, c'est tu divises en deux, tu as un hunter et un farmer quand tu dois commencer à recruter, avec une partie plutôt sur la chasse. Bon, après, bon, je dis ça, mais ça dépend de ton industrie, ça dépend de la typologie des partenaires, etc., ton ambition, combien de partenaires tu veux avoir et gérer. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt je sais pas si vous avez vu ça aussi, mais plutôt des hunters, des farmers, donc un qui recrute les partenaires, un qui s'occupe qui est vraiment sur toute la partie acquisition, et l'autre qui s'occupe de toute la partie gestion du coup des partenaires. Il faut arriver à les onboarder, activer, gérer du coup tout le suivi. Je trouve que c'est un mode. Je suis aligné avec ce modèle, mais moi, j'avais voulu tester un autre avec Spendesk qui était aussi mis en place chez Aircall, qui était un modèle plutôt calé sur les écosystèmes. Et en fait, plutôt d'avoir un partner manager qui est lié à un écosystème d'un outil. Parce qu'en fait, quand tu connais, moi, c'est un exemple avec du NetSuite. Je connaissais NetSuite, les intégrateurs de NetSuite. Et en fait, en les connaissant, j'avais accès à l'ensemble des choses. En fait, je pouvais hunter les suivants parce que je farmais les premiers. Donc, en fait, j'aurais tendance peut-être à dire, si je caricature sur du transactionnel, gros volume, etc., où je peux splitter ce côté, je recrute et après j'anime en one-to-many, où je peux avoir un profil qui est générique, ça me va. Mais par contre, quand tu commences à être sur des environnements plus spécialisés, tu le vois avec les gens qui sont en alliance, ils vont être experts d'un écosystème de Microsoft. Ouais, bien sûr. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux types de solutions. La tienne que tu proposes quand tu es sur des choses qui sont plutôt processisées et pas très liées à une typologie de partenariat. Par contre, quand tu es très lié à des écosystèmes, tu prends plutôt des gens qui savent naviguer, qui savent parler, aussi bien d'un côté un peu produit, un côté sales, un côté relation. J'aurais un peu un mix des deux selon ma typologie de boîte et de partenaire. Ouais, 100%. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre la typologie du coup de partenaires, produits, etc. Parce que je pense qu'il y a plein de modèles différents. Et même tu regardes aux États-Unis, moi j'avais trouvé des boîtes ultra intéressantes. T'as soit le centralisé ou le décentralisé. T'as le truc de se dire, soit t'as une équipe du coup partenariat qui est centralisée, donc t'as un Chief Partnership Officer avec Head of Partnership en fonction de est-ce que c'est de l'alliance, du channel, etc., et avec des personnes en dessous, ou alors de se dire en fait finalement il y a une toute petite équipe du coup centrale et avec des personnes qui sont dans les équipes marketing. Ouais, c'est une personne qui est en programme au global et qui a des relais dans chaque équipe. Et en fait l'idée c'est de se dire exemple, du coup, tu dois aller produire du coup tout le contenu de marketing. En fait, tu as une personne qui est dans l'équipe marketing qui apporte du coup la brique partenariat. Ok, et donc c'est un peu deux typologies effectivement entre centralisé et décentralisé, et ont chacune leur vision de soit du coup t'es centralisé, ça fonctionne beaucoup mieux sur les partenaires. En revanche, du coup, t'es silo, c'est un silo dans la boîte. Donc ton challenge, c'est en tant équipe partenariat, faut que tu arrives à parler avec toutes les équipes, et donc du coup, il faut mettre en place énormément de feedback loop ou de points de contact entre les équipes. Ou alors tu te dis tiens, en fait finalement on va avancer plutôt de manière transversale et avoir une personne du coup dans toutes les équipes, mais finalement il faut que tu arrives à comment tu gères en fait une personne qui est au marketing et qui doit report à un Chief Marketing Officer et un Chief Partnership Officer, et du coup qui se retrouve un peu entre les deux feux. Donc là tu as une stratégie partenariat qui est ownée du coup par une personne qui découle, et finalement tu peux avoir un impact sur chacune des équipes, mais tu peux potentiellement les partnership managers être dépriorisés étant donné qu'ils sont dans une équipe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est super intéressant parce que ça me fait penser à un sujet qui revient à ce qu'on disait au début. Le channel, tu pouvais le mettre sous le sales parce que finalement, c'était de la vente indirecte en français. Et aujourd'hui, avec l'approche plus écosystème, il y a une vraie réflexion de où est-ce que tu positionnes l'équipe et à qui reporte cette équipe-là. Et dans ce que tu dis, moi, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, il doit être sous le CEO parce qu'il a un impact sur les différentes équipes. En fait, il doit être au courant de la roadmap produit, de savoir ce qui se passe avec le CS. Et je trouve que ça doit être des profils qui ne doivent pas avoir un ego trop fort parce qu'en fait, il faut accepter que même dans ta façon de créer ton orga, tu te relies avec les autres équipes de ta boîte. Donc, si tu penses que le mieux, c'est qu'il ne soit pas sous toi, mais que tu sois en dotted line avec le marketing, je pense que c'est peut-être la meilleure approche. Donc, je pense qu'il y a vraiment on n'a pas encore trouvé le modèle numéro 1. Tu as très peu de CPO dans le monde. Je crois qu'il y en a genre 1000, alors qu'en marketing, il y en a 110 000 des CMO. Parce qu'en fait, on n'a pas encore trouvé la meilleure façon de structurer ces équipes-là.
dans les différentes boîtes. Mais bon, comme je trouve que les partenariats et la gestion d'écosystème, c'est l'avenir, on aura des exemples qui vont sortir de terre step by step et Clairement, on va créer du coup avec les succès et les échecs, on va arriver à progressivement voir des choses sortir de terre, que ce soit aux US où on va s'en inspirer, mais aussi progressivement en France avec cet écosystème qui est en train de monter et de se structurer. Et on pourra mettre des playbooks sur le 1 à 10, voire le 10 à 100 si un jour on a des hyperscalers en France. Non, mais le cas de Lucas, tu le citais, est hyper intéressant avec une accélération forte sur toutes les années et avec une structure, en tout cas sur les partenariats, qui est vraiment à découvrir. Enfin, Alex, du coup, ton associé là, sur Partnership, tu as tourné un podcast avec Julia, ouais. si je dis pas de bêtises. Enfin, je vous invite à aller le regarder, c'est top, quoi. Et du coup, ça me fait penser à un sujet in fine, c'est cette transversalité du rôle, parce qu'on est amené à naviguer entre plusieurs équipes. Parce que parfois, tu vas arriver avec une discussion partenaire qui va te dire là, il y a certainement une intégration à faire, donc forcément impact produit tech, aussi un impact parfois opérationnel, un impact forcément sales, un impact marketing, où on va justement créer des choses ensemble, se montrer ensemble, ça amener de la visibilité. Comment est-ce que vous voyez du coup cette transversalité, comment vous l'avez vécu et comment vous avez réussi à naviguer, en tout cas dans vos précédentes expériences? Moi, je trouve que c'est un sujet qui est pas facile. En tout cas, moi, je l'ai vécu de façon pas simple à chaque fois. Et maintenant, avec chacun de mes clients, la règle que je mets en place, c'est que je reporte que au CEO, qui fait que déjà, il n'y a plus ce sujet de où est-ce qu'on se situe, etc. Et je trouve qu'on a une approche qui est mixte entre, comme tu l'as dit, du projet, du sales, finalement du CS, aussi du marketing, qui fait que c'est très très riche comme sujet. C'est que moi je trouve ça quand même bien d'avoir une personne qui est dédiée et qui gère un peu, comme je disais, peut-être au moins des gens qui sont un peu au programme pour définir un peu ce qui se fait au global, et après qui leverage les différentes équipes parce que chacun est très fort dans son expertise. Donc moi c'est plus comme ça que je verrais la transversalité, c'est quand tu es sur des rôles en partenariat, être capable de parler aux différentes équipes, mais de ne pas vouloir être honneur de chacun des livrables que tu fais sur les différents sujets. Ouais, je suis d'accord. 100% aligné avec toi sur c'est des sujets, je me souviens, on avait beaucoup discuté de ça il y a un an, mais être le plus proche du CEO, enfin main dans la main avec le CEO, c'est le meilleur moyen du coup pour pouvoir s'aligner et avoir de l'impact auprès des équipes. Plus tu es loin du CEO, plus les partenariats, on va dire, ouais, en fait, nous on l'a vu du coup typiquement chez Sunday. Quand je suis arrivé chez Sunday, on était sous le Chief Sales Officer. Puis après, il nous a dit, ouais, mais en fait, bon, vous générez du revenu, mais en fait, finalement, Alex, typiquement, il s'occupait Alexandre Leboeuf, du coup, mon cofondateur de Partnership, comme ça, moi, on met un peu plus de contexte, mais lui, il s'occupait de la gestion avec les logiciels de caisse. Donc, en fait, on se disait, mais en fait, le Chief Sales Officer, il peut pas gérer du coup les partenaires parce que il y a une partie qui lui match en fait avec ses objectifs, ses OKR, etc. Revenu, ouais. Sur le revenu et les clients, mais après sur tout le reste, c'est l'intégration, toute la gestion de projet, marketing, etc. En fait, ça marche pas. Donc en fait, ils nous ont mis sous le GM Europe. Sauf que le GM Europe, pour lui, ok, c'est cool, mais ouais, mais en fait, vous êtes aussi aux États-Unis. Donc tu vois, comment est-ce qu'on fait? Et donc on est passé, après on est arrivé du coup sous une personne du coup qui lui était beaucoup plus en mode project, c'était un tueur, project manager du coup proche du coup du CEO. Et là on commençait à avoir un peu plus de visibilité. Et ça, je trouve que là-dedans, en fait, faut que les partenariats soient très proches du CEO assez rapidement pour pouvoir avoir une voix du coup qui porte et une transversalité pour se dire en fait les partenariats ça répond à des objectifs à la fois produit tech, marketing, sales, etc. Et ensuite je pense que dans la question il y avait aussi la logique de pilotage, c'est pouvoir être assez proche de chaque leader du coup marketing, sales, etc. Donc leur parler régulièrement, leur demander évidemment comment ça va, mais aussi c'est quoi tes objectifs, où est-ce que tu en es, est-ce que du coup est-ce qu'avec les partenariats nous on peut t'aider, tiens moi j'ai tel partenaire qui pourrait potentiellement t'aider sur ce projet, tiens t'essaies de signer tel client, c'est marrant en fait ce client là il est aussi client chez mon partenaire, est-ce qu'il y a peut-être moyen que je fasse que je lui demande un peu de l'influence, on peut mettre du coup un partenaire du coup sur ce deal et ça va peut-être nous augmenter du coup nos chances de closing dessus. Ça peut être le cas aussi sur le marketing, nous on l'a vu chez Sunday. Il fallait qu'on soit présent du coup sur des salons, on allait voir les partenaires. Tiens, vous êtes présent à tel salon du coup dans le milieu du restaurant.
de la restauration et de l'hospitality. Ok, bah du coup on va aller voir un partenaire, comme ils sont présents, on va leur dire bah on partage les coûts, ou alors comme on est partenaire, nous on vient, on est présent, on envoie du coup un sales qui a un kakémono et des flyers, et on s'organise du coup pour avoir des passes D, donc en leur partageant du coup notre cible. Si les commerciaux du coup du partenaire identifiaient du coup un client du coup potentiel pour nous, bah ils le closaient, puis après ils disaient bah tiens on vous présente Sunday. Donc là pareil du coup tu réponds au marketing et la collaboration. Donc tout ça il faut se mettre des points réguliers pour discuter avec tous les head of pour avoir de la collaboration du coup sur des actions communes et faire en sorte que les objectifs soient croisés, les actions soient croisées. Moi, de mon expérience, et notamment sur un univers de paiement, c'est que c'était impossible pour moi d'aligner tout le monde, dans le sens où bah, tu croisais toujours un univers régulé, Ouais. avec un univers de vente où forcément bah, tu as des choses où tu as envie de pousser, etc. Et donc, je trouve que c'est un métier qui est excessivement riche en externe, on le disait, parce que justement, cette transversalité, tu l'as, et tu vas l'apporter en interne, justement, sur ton go-to-market, parce que tu vas pouvoir, justement, rayonner en externe et bien comprendre et faire des retours, je pense, qui sont très précieux en interne. Et l'autre, il y a un côté, je trouve, politique, slash, en tout cas, psychologique aussi, hyper important. Et en tout cas, à déceler pour moi dans des entretiens d'embauche. Enfin, c'est un truc que moi, je recommande aussi de réussir à creuser ce point. Parce que très clairement, je veux dire, faut comprendre les objectifs, comme tu l'as dit, de chacun. Mais il faut savoir aussi comprendre les humeurs, comment ils réagissent ou autre. Parce qu'il y a des moments, il faut arriver à positionner un sujet, parce que tu dois aussi, toi, atteindre tes objectifs, parce que tu sais que c'est bien pour ta boîte, parce que tu sais que tu dois le faire. Et ça, je trouve que ça se fait uniquement par de la finesse et en tout cas par de la compréhension psychologique des personnes que tu as en face de toi, qui n'est pas toujours évidente sur des C-level et qui sont, à mon sens, impossibles à aligner complètement. Et donc, c'est pour moi trouver aussi les bons alliés et qui va avoir un bon niveau d'influence aussi en interne pour aller pousser les sujets et aller au bout. Et je pense que sur des grosses structures, très clairement, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Mmh. Ouais, c'est clair. Là, je suis un prochain webinaire avec Cindy qui est la Global Partnership chez Auton. Et on va aborder du coup un sujet qui est comment collaborer avec les sales. Puisqu'on se rend compte que, c'est assez évident quand tu es au partenariat, tu collabores du coup avec ces équipes pour pouvoir, comme je disais, soit faire l'influence du coup sur les clients, générer du coup des opportunités que les sales du coup vont closer. Et quand on préparait du coup quand on préparait cet épisode, bon, vous savez ce que on a fait des webinaires ensemble, donc vous savez j'essaie de beaucoup discuter avec chacun des invités pour préparer en amont. Et il y a un vrai sujet je pense à ça, mais si tu t'alignes pas forcément du coup avec ton head of sales ou le chief sales officer, en l'occurrence, tu peux essayer de trouver en fait des sales qui vont comprendre la logique partenariat. Et l'idée, c'est tu vas les voir et c'est donner avant de demander. Et donc, si tu apportes en fait des opportunités pour débloquer des solutions, pour débloquer des problèmes et trouver des solutions du coup à tes sales, en fait, tu vas t'en faire finalement des alliés qui vont devenir tes champions, où il va si tu l'aides à closer des comptes grâce au partenaire, il va comprendre la logique, il va se dire mais attends, mais c'est génial comme truc, mais ça me permet de pouvoir atteindre mes objectifs, de pouvoir les exploser et puis partir en vacances. Bon, du coup, il va progressivement, il va te donner plus de ressources, plus de temps, etc. Et il y a peut-être d'autres personnes de l'équipe qui progressivement va se dire attends, mais lui, il explose ses objectifs. Il explique que c'est grâce au partenariat. Là, du coup, tu vas avoir d'autres personnes qui vont commencer à s'intéresser. Tu vas avoir, grâce à ce POC avec ce premier champion, tu vas pouvoir potentiellement aussi aller vendre ça du coup aux autres équipes sales et faire un peu du bottom-up et aller voir du coup ton CSO ou ton head of sales et dire voilà, avec Michel, Alain et Micheline, du coup on travaille là-dessus, on a eu tel résultat, et donc c'est là où tu vas pouvoir incorporer du coup beaucoup plus facilement les partenariats du coup dans la stratégie sales, même si tu n'avais pas le buy-in de la tête au-dessus. Ouais, c'est excessivement intéressant ce que tu dis, parce que on regarde souvent aussi d'où viennent les opportunités, comment c'est sourcé, etc. Mais les partenariats restent aussi un énorme levier d'influence pour t'aider dans la vente, ou en tout cas dans les upsells, ou aller un peu plus loin. Et très clairement, moi je trouve qu'une belle opportunité, c'est parfois quand c'est peut-être sourcé par un partenaire ou ça vient d'un autre levier, mais quand tu as 2-3 partenaires qui sont dessus, ou qui sont en contact avec ton prospect, ou qui sont déjà fournisseurs de ce prospect-là, et qui vont t'influencer ta vente,
c'est en tout cas un excellent signal que tu envoies à tes sales pour leur dire bon, bah là, tu es sur en tout cas un super levier pour réussir tes ventes. Et là, tu arrives justement à fédérer beaucoup plus de personnes autour de toi, quoi. C'est bon, on a fait tout le tour des partenariats là. C'est que ça fait 1h30, donc je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de sujets. Exactement. Mais je pense qu'on va tout simplement s'arrêter. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est très cool, ouais. Messieurs. Ouais, c'est très cool. Merci beaucoup de nous avoir proposé de venir. C'est la première fois que je tourne en studio. L'expérience Alors l'expérience est vraiment trop cool. Un Mais- petit four quand même. Ouais, Un four, il fait quoi, 30 degrés dehors ou Dedans, plutôt. Dedans aussi. Mais non, très cool. Un peu stressant au départ. Et puis finalement, après, tu te lances et t'as l'impression d'être autour d'une bière avec des copains qui partagent la même passion et c'est cool, quoi. Eh ben, on essaiera d'en refaire un, pas tout de suite forcément. On va Ouais. laisser couler un peu de temps, mais pourquoi pas d'ici 12 mois d'en retourner un. Et puis avec une petite bière autour, ça fait pas de mal, surtout sur cette chaleur. Avec plaisir. Et puis, on Yes. essaiera de trouver des Merci pour partenaires. l'invitation, ouais. On essaierait de trouver des partenaires, du coup, à placer ici. Je mettrai vos réseaux, mais forcément, je sais que vous êtes très présents sur LinkedIn. Comment on peut vous contacter tous les deux? Sur LinkedIn, pour moi, c'est le plus simple, en direct. Thomas Lequin, L-E-C-U-N. Yes. Et toi, LinkedIn, du coup, je m'attends maintenant à ce que tu épelles mon prénom et mon nom. Hippolyte, H-I-P-P-O-L-Y-T-H-E. Non. T-E. Ah, frère, c'était Voilà. H-I-2-P-O-L-Y-T-E. Et Tiberge, tu saurais? T-H-I-B-I-E-R-G-E. C'est excellent. Je suis impressionné. J'ai bien révisé, tu vois. Non. Écoute, ouais, donc vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Enfin, vous pouvez me contacter du coup sur LinkedIn et avec plaisir si vous voulez discuter partenariat. C'est ma passion, j'en parle au quotidien. Et comme tu l'as dit, j'ai fait beaucoup de calls. Je pense peut-être plus de 400 ou 500 calls avec des gens pour parler partenariat. Donc, on continue. Et rejoindre Partnershift aussi. Il y a Et- ton Slack, c'est gratuit. Et donc, ça permet aussi d'avoir beaucoup de tips. autour Ouais, des exactement. Si vous êtes en partenariat, alliance, channel manager, partnership manager, head of, VP, vous souhaitez échanger avec des pairs, n'hésitez pas à rejoindre Partnershift. C'est la communauté des experts et expertes en partenariat. Comme je disais, on a un média, podcast, newsletter, webinar pour vous aider à aller beaucoup plus loin et obtenir des résultats en partenariat avec les meilleures méthodologies. Et voilà. Et puis un nouveau projet qui arrive, mais bon, on en reparlera un peu plus tard au prochain podcast quand il sera sorti. Avec plaisir. Merci à tous les Merci deux. Maxime. Avec grand plaisir pour vous avoir eu C'est ici. très cool, ouais. Ouais, c'est très cool. Merci Maxime. Et puis à tous, j'espère que vous aurez passé un très bon épisode avec nous, que vous aurez appris plein de choses et que ça va vous donner aussi surtout l'envie de vous lancer dans les partenariats. Lancez-vous, c'est un Let's vrai go. sujet, c'est un vrai levier pour croître, pour générer plus de revenus. Allez-y. Et donc, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce, à le noter 5 étoiles sur les plateformes. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite.